Voilà, mesdames, messieurs, la toute cordiale bienvenue pour cette deuxième plénière des États généraux du sport. On vous remercie d'avoir fait le déplacement pour cette invitation. Peut-être saluer rapidement Monsieur le conseiller d'État à Potello en charge de la cohésion sociale. Saluer aussi Monsieur le maire Canaan en charge de la culture et des sports en ville de Genève. Saluer bien sûr les représentants des communes et de l'association genevoise des communes. Saluer aussi bien sûr tous les membres de comités, d'associations, de clubs, y compris l'association cantonale genevoise de football, M. Cheba, et l'union cantonale des arbitres, M. Chalaoui. Donc on est, je crois, au complet avec la présence de toutes les personnes. Ce soir, l'idée, c'est de faire un retour sur ce qui a été proposé en première séance plénière. Quelques mesures politiques extrêmement importantes que l'on va détailler, discuter ensemble pour pouvoir mettre après ensuite au travail pendant la suite du printemps les éléments concrets de cette opération. Vous l'avez le titre, trouver un accompagnement pérenne aux violences dans le football amateur. Mais d'ores et déjà, j'aimerais juste saluer Madame Barigo, directrice de la HEG, qui nous fait l'honneur de nous accueillir une fois de plus dans ce magnifique amphithéâtre. Je vous passe la parole pour quelques mots de bienvenue. Et puis on poursuivra après. Merci beaucoup pour l'accueil et puis pour l'hébergement. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Voilà. Alors, je vais quand même refaire les salutations protocolaires. Donc, Monsieur le conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale, Monsieur le maire de la ville de Genève en charge du département de la culture et du sport, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des clubs et des communes. La HEG est bien évidemment très heureuse de vous accueillir sur son site pour la deuxième plénière des États généraux du sport sur la violence dans le football amateur et pour une présentation des premiers résultats pratiques issus de vos précédentes concertations. J'ai l'honneur de diriger cette haute école en pleine croissance puisqu'elle est passée de 50 étudiants en 1999 à plus de 1400 à la rentrée passée. C'est cette croissance qui est à l'origine de la construction de ce bâtiment B dans lequel nous nous trouvons actuellement, ainsi que la création de cet aula qui vous accueille pour cette plénière. Cette croissance importante est à l'origine de la naissance d'un campus, puisque maintenant nous sommes sur un campus où on partage 3 bâtiments pour la HEG, et de profonds bouleversements dans l'équilibre du quartier auquel nous ne nous attendions pas. En effet, depuis quelques mois, nous faisons face à une violence inédite des jeunes du quartier. Jets de pierre entre eux, ou bien sûr nos collaborateurs, dégâts matériels récurrents à l'intérieur du bâtiment et aussi à l'extérieur, déclenchement régulier d'alarmes incendie, de dégâts des eaux, jusqu'à l'agression d'un jeune homme par une bande du quartier vendredi passé dans le sous-sol de ce même bâtiment. Donc, vous comprendrez que dans ce contexte, je suis particulièrement sensible à cette problématique de la violence qui est la vôtre ce soir et j'espère que vous aurez des solutions qui vous permettront de ramener rapidement de la sérénité au sein de ce football amateur de la région. Sur une note tout de même un peu plus légère, pour finir sur une anecdote, le football peut mener à la HEG, comme nous l'a démontré brillamment Axel Mazzolo, qui était un footballeur professionnel et qui a rejoint la HEG et a brillamment réussi ses études. Et la HEG peut aussi mener au football, ici, puisqu'un de nos étudiants, cette année, est parti en échange universitaire pour un semestre. Et il n'est jamais rentré parce qu'il a décidé, il a été recruté sur place par un club de football et il a décidé de rester. Comme quoi, c'est possible d'être à la HEG et de faire du football. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon travail. Merci. Merci Madame pour ces quelques mots et c'est sans transition, comme l'on dit, que je souhaite passer la parole à Monsieur Canaan pour ouvrir ces États généraux et faire suite à notre première réunion du mois de novembre. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je m'associe aux salutations protocolaires déjà faites pour vous dire surtout, chers amis du football genevois, la dernière fois qu'on s'est vu dans cette composition, c'était fin novembre. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est à la fois la fin d'une étape, mais le début d'une autre. La fin d'une étape où je commence par les remerciements, parce que le 28 novembre, vous avez réuni pour parler ensemble déjà de diagnostic, de partager les constats. Et puis, nous nous étions engagés toutes et tous à travailler ensemble pour essayer d'amener un plan d'action.
Et pour beaucoup d'entre vous, notamment dans les clubs, c'est du temps en plus par rapport à l'actualité déjà chargée quand on s'occupe de football, les arbitres, pour les communes genevoises aussi qui s'associent à la démarche, puisque la plupart des clubs là, sont répartis largement sur l'ensemble du territoire genevois. J'aimerais vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui sont engagés via les ateliers notamment. Vous avez répondu présent, partagé vos expériences, vos remarques. Et ensuite, on a pu, ensemble avec Thierry Potello, recevoir les représentants des organismes fêtiers, donc la CGF, l'UGAF et les communes, pour discuter franchement de ce qui est sorti des ateliers, affiner, préciser ce qui vous sera présenté tout à l'heure. Et on avait dit le 28 novembre qu'on pouvait donner une impulsion en tant que canton, en tant que ville, mais certainement pas nous construire dans notre coin des solutions un peu théoriques, sachant que dans la pratique ensuite, si elles ne sont pas portées, s'il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas une conviction de les porter ensemble dans la réalité tous les jours sur les terrains et autour des terrains, ça ne marcherait certainement pas. Donc là, je dois dire, on a déjà franchi une belle étape et je veux vraiment remercier pour cette étape. Je redis, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, la rectrice vient de parler de la HEG qui a des soucis et je l'apprends avec ce que vous avez dit, mais vous avez raison de le partager. En aucun cas, on prétendrait que le football serait une sorte de catalyseur de violence, pas du tout. Simplement que quand il y a des incidents, ça se répercute très fort parce que c'est le sport le plus pratiqué, un des plus médiatisés. Mais que ce qui s'est fait pour le football peut être répercuté pour d'autres sports, le cas échéant. Et puis surtout, je dis toujours, le sport est un miroir de la société, un miroir parfois un peu déformant ou transformant. Mais si dans le football peut y avoir des violences, c'est souvent parce que les personnes qui s'impliquent dans la violence, elles ne sont pas que sur les terrains forcément, et qu'on est dans une société compliquée à ce niveau. Donc la violence n'est pas une fatalité. Un concours de circonstances d'agenda fait que samedi matin, nous avions un forum thématique sur les enjeux de genre et de sport, notamment la place des femmes et des hommes respectivement dans le sport. De nombreux témoignages féminins d'anciennes athlètes ou d'autres femmes actives dans le sport faisaient état de violences, alors parfois verbales, parfois même directes ou indirectes vis-à-vis des femmes. Donc sous aucune forme, on peut tolérer évidemment la violence dans le sport. Et je vous remercie donc vraiment de donner l'exemple dans le football pour que ça puisse aussi être un message plus large sur notre territoire en général. Donc je me réjouis de discuter avec vous les mesures dans la foulée. Je vous remercie et je vous souhaite un bel échange qui pour nous aussi sera important pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup. Voilà, on va poursuivre rapidement et entrer dans le concret. Peut-être juste rappeler, et ça sera l'occasion pour moi de saluer aussi mes deux collègues, raison pour laquelle je prends la parole et nous succéderons à ce pupitre, puisque depuis le mois de juin et de septembre, vous le savez très bien, un certain nombre d'événements qui se concrétisent ces derniers jours, vous l'avez peut-être suivi par des inculpations et un certain nombre de suivis judiciaires. Et donc on est maintenant dans cette phase, comme ça a été rappelé, après un communiqué de presse assez précis autour de la volonté des autorités de pouvoir répondre à cette problématique, de pouvoir ouvrir les états généraux fin novembre, lancer 3 thématiques, vous vous en souvenez certainement, thématiques de la gestion des publics, de la formation et puis de la question des chartes et règlements. Raison pour laquelle on a travaillé au nom de la ville de Genève et du canton de Genève en tant que modérateur pour ceux qui nous ont rencontrés. Mon nom est Stéphane Jacquemet, je me suis occupé du groupe formation. Philippe Bavarel, qui est médiateur, s'est occupé du groupe gestion des publics. Et puis Olivier Ducret, qui est avocat, s'est occupé du groupe charte et règlement. Nous ne sommes pas des spécialistes à proprement parler, nous ne sommes pas sur le terrain. Nous avons animé ces éléments et nous avons soumis après l'ensemble du brainstorming de manière à pouvoir faire que le politique s'en saisisse et puisse faire un certain nombre d'arbitrages. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Le but, c'est de rappeler que ces mesures, pour l'instant, sont des perspectives. Ça a été rappelé qu'il y a un gros travail à faire pour les documenter, pour les rendre opérationnels, raison pour laquelle on aura besoin certainement de vous pour mettre en place de nouveau des groupes de pilotage qui encadreront les réflexions opérationnelles sur ces mesures. Il y a encore beaucoup de choses à décider, des moyens à mobiliser, mais il est important ce soir de pouvoir ensemble les valider. Et donc je tiens à remercier effectivement toutes les personnes présentes ou absentes dans cette salle qui ont contribué à ces séances, de près ou de loin, et puis aussi remercier les autorités qui ont donné un écho extrêmement favorable sur ces 10 mesures qui vous seront présentées ce soir. Voilà. À ce stade, on peut peut-être commencer, et puisque j'ai le micro, je vais le garder avec la première mesure. Mais pour ce faire et pour rendre la soirée un peu plus dynamique, je vais appeler l'ensemble des autorités et personnes impliquées dans cette discussion, rejoindre la table ronde. Donc, le conseiller d'État, M. Potello, pour le canton de Genève, M. le maire de la ville de Genève, M. Canaan, M. Ronvet
conseiller administratif à Lancy, représentant de l'association commune genevoise, M. Cheba en tant que président de la CGF, M. Chalaoui aussi pour la représentation de l'Union des arbitres. Et puis on a le grand plaisir d'accueillir ce soir, il nous fallait un témoin, quelqu'un qui a du recul, qui n'est pas forcément dans ces questions strictement politiques. Et Michel Pont a accepté de venir se joindre à cette table pour réfléchir et participer à quelques commentaires sur ces mesures. Merci Michel infiniment de nous rejoindre. Voilà, je crois qu'on est au complet, on a mis en place, on va se succéder, donc je vais m'occuper d'un certain nombre de mesures, mes collègues s'occuperont. Vous avez les micros, on vous adressera des questions en fonction aussi de la réaction de la salle. On va essayer de tenir le temps, donc peut-être 8 minutes par mesure, de manière à faire le tour des questions. Vous avez des micros, messieurs, il suffit de clipper pour les mettre en marche, ils démarrent automatiquement. Voilà, première mesure, autour de la formation, ce n'est pas forcément des ordres de priorité ou d'importance, c'est un enchaînement thématique. Pour rappel, il y a eu un certain nombre de discussions avec les participants de ces ateliers, et notamment le fait que, et là je rentre un peu dans les détails, le diplôme d'entraîneur pour les plus petits, diplôme D, le diplôme D, voilà, j'allais dire, le diplôme C, pardon, pour les plus grands, excusez-moi, le diplôme C pour les plus grands est très orienté sur le jeu, sur la technique de jeu et sur l'encadrement des équipes. Et c'est assez récemment que le diplôme D pour les plus petits intègre des questions de médiation et d'encadrement des comportements. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, par ailleurs, et je pense que vous le savez très bien, le petit diplôme n'est pas obligatoire pour accéder au diplôme supérieur. Et donc là, il y a une sorte de vacuum de compétences, avec notamment aussi passablement de directeurs techniques et d'entraîneurs qui ont suivi des formations il y a longtemps en arrière. Et donc se pose la question, et une des mesures concrètes, c'est de mettre en place, par Jeunesse et Sport, sur le canton de Genève, puisqu'on ne peut pas changer l'ordonnancement des formations fédérales, de mettre sur le canton de Genève un module obligatoire qui s'appellera de médiation, à voir ce que l'on met dedans, mais vraiment capacité à intervenir, interagir et préparer les joueurs et joueuses à des compétences peut-être plus de bienveillance, de politesse et de respect mutuel. Donc c'est une idée de formation obligatoire, de reformation de l'ensemble du tissu, avec des conséquences assez lourdes potentiellement, mais qui sont, semble-t-il, extrêmement nécessaires. Je tiens à souligner, et on le refera chaque fois avec mes collègues, tout ce qui est dit ici provient du terrain, provient de vos propositions, de propositions de personnes qui sont au quotidien en confrontation avec ces éléments. Donc on est vraiment en prise directe avec les réalités de terrain. Voilà un petit peu pour l'orientation. Il s'agit de combler un manque et de s'assurer qu'à terme, il y ait reformation complète de l'ensemble du public concerné, à savoir les entraîneurs et autres personnes. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? On ne va pas aborder les manières de faire, puisque ça reste des mesures qui doivent être concrétisées avec des détails. Mais s'il y a des questions de compréhension ou d'orientation, c'est volontiers. Vous n'hésitez pas à lever la main, on a des micros pour le faire. On prend volontiers en charge une réflexion. Peut-être pour commencer, je m'adresse à M. Apotello, si vous le permettez. Et dans le fond, une des questions qui se pose par rapport à ces formations rendues obligatoires, c'est de manière un peu plus précise, et vous provenez du terrain du travail social, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de ces compétences qui manqueraient jusqu'à aujourd'hui dans le jeu et dans la technicité. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que, au fond, la question de la technique est plutôt bien encadrée en termes de formation, vous l'avez dit. Sur la gestion de la colère, des émotions, il reste encore un petit pas qui permettrait de ne pas basculer. C'est difficile pour un entraîneur et une équipe que de trouver le bon équilibre entre la capacité de dynamisme et le basculement. D'autant que, vous le savez, autour du terrain, il y a aussi celles et ceux qui animent de manière pas toujours positive. Et la proposition que je trouve pertinente est de faire en sorte d'avoir non pas une formation académique pendant 18 ans sur la médiation, mais quelques clés qui permettent de désamorcer sur le terrain et autour du terrain. Vous savez, quand on pratique le tennis, on est un peu seul sur le court et on peut casser la raquette, il n'y a pas grand dommage. Quand on est dans un sport collectif, un sport d'équipe, la gestion de la colère doit être éminemment plus sensible et donc mieux encadrée, c'est le sens de la proposition.
Merci beaucoup. Je m'adresse à M. Cheba dans la foulée pour savoir, dans le fond, si vous pouviez comme ça pointer du doigt un certain nombre de comportements ou de postures ou de situations que les entraîneurs, les directeurs techniques vivent, que vous souhaiteriez à terme peut-être voir diminuer ou voire même disparaître complètement du paysage. Est-ce que vous pouvez les pointer sans mettre en accusation les gens, mais simplement de fixer un petit peu cette notion de médiation dans le foot? Non, je crois que tous ceux, d'abord bonsoir à toutes et à tous, tous ceux qui sont autour des terrains de foot comprennent exactement de quoi on parle, c'est de renforcer ou donner des compétences sociales aux éducateurs, aux entraîneurs et à tous ceux qui interviennent dans le foot. Et c'est vrai que ces compétences sociales, c'est pour faire face à des comportements soit de ses propres joueurs, soit de parents auxquels auxquels les clubs sont quand même assez régulièrement confrontés dans des comportements inadéquats, soit des équipes adverses ou des groupes de supporters qui sont au bord du terrain. Les comportements sont vraiment multiples. Et à partir de là, l'idée, c'est soit de se dire on arrive à faire ce module de médiation de manière à essayer de renforcer ses compétences sociales dans le cadre de la formation existante, mais on n'en est pas tout à fait sûr, parce que les programmes, évidemment, de formation, les diplômes, CD ou même les cours d'animateurs sont validés par l'ASF, ou bien, si on n'y arrive pas, c'est de se dire, alors essayons de faire un module qu'on pourrait offrir aux éducateurs et aux entraîneurs aux directeurs sportifs qui ont un intérêt là-dedans, de manière à essayer de dynamiser, d'ouvrir le plus possible ces modules de manière à apporter des compétences et faire face à des situations qui parfois sont effectivement des situations de stress, de colère au bord des terrains. Merci. Une question peut-être pour Michel Pont avec le recul. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, sans entrer dans le détail, mais dans les séquences d'entraînement, puisqu'on n'est pas opposé à une équipe, on n'est pas dans le moment charnière de la rencontre avec l'adversaire, à part tenir un discours bienveillant et politiquement correct sur le respect d'autrui quand on est à l'entraînement? Alors, vous avez très, très bien dit, je crois que je peux reprendre que les propos de Pascal, et certainement ce que tout le monde sent tous les week-ends, y compris au plus haut niveau des diplômes, tous les côtés des gestions des émotions, le côté mental et de la mentalité est trop souvent négligé, ce qui est en train au plus haut niveau d'être largement corrigé. Mais effectivement, par défaut de temps, par surcharge qu'il est demandé aux éducateurs, aux présidents, aux directeurs techniques. C'est une de mes premières réflexions quand Jérôme Paoli m'a demandé de venir ici, c'est que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va demander encore quelque chose de plus à nos dirigeants de clubs, à nos gens qui se donnent corps et âme bénévolement dans la gestion de nos clubs, et Dieu sait si c'est important, et si c'est important au niveau de la tâche, que comment est-ce qu'on va faire pour essayer de les sensibiliser sur cette gestion des émotions, et en tous les cas, essayer d'avoir, comme vous le dites très bien, quelques clés simples, mais c'est un énorme boulot, parce que Pascal, je ne sais pas combien on est d'entraîneurs, je ne sais pas combien il y a de dirigeants, c'est un énorme boulot de diffusion, où j'ai bien aimé une des prochaines mesures sur si possible, trouver des ambassadeurs, fans club, des fans au sein des entités des clubs, parce que il y a un énorme manque là-dessus, c'est évident, sur cette gestion mentale et sur donner quelques clés qui peuvent tout d'un coup casser des pétages de plomb qui deviennent souvent dramatiques. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a rapidement un commentaire, une question dans la salle? On n'a pas le temps de débattre des mesures, il faudra qu'on se revoie dans le cas des groupes, mais volontiers. Madame, rapidement, on va vous donner un micro, s'il vous plaît. Merci. Je me demandais si c'était aussi entendu la mesure de médiation comme une approche qui tient compte des dynamiques de groupe et puis pas seulement de l'individu et de sa gestion propre des émotions. Mais est-ce que... Voilà, vraisemblablement, c'est une idée en tout cas qui va être suivie, mais d'accord, on est sur mais ces c'est deux compris dimensions. en tout cas là-dedans. Ça a été beaucoup souligné dans les groupes de travail, cette question-là. Très bien. Bon, voilà, merci. Monsieur Chahoui, vous répondez rapidement, puis après, monsieur. Je voulais juste rebondir sur la proposition et dire que, bien entendu, que les arbitres sont concernés et souhaitent être aussi partie prenante de cette formation, parce que, bien entendu, que voilà, on fait partie de ces situations où des fois c'est un peu compliqué à gérer.
puis aussi d'avoir des clés pour désamorcer situations qui peuvent malheureusement conduire à des confrontations. C'est quelque chose qui nous intéresse et c'est quelque chose qu'on est prêt à faire. Proposition retenue, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la mesure numéro 2, toujours dans l'axe de la formation. A été beaucoup évoqué dans le groupe de travail le fait que malgré tous les efforts, et ça a été rappelé par Michel Pont, le bénévolat, l'implication des dirigeants de clubs avec tous les membres de comité, on reste effectivement sur une grande variabilité des compétences. On apprend dans le cadre de certaines petites formations des questions techniques, de gestion, de comptabilité, etc., etc. On est plutôt sur un modèle où on espère que tout va bien et le jour où on entre vraiment dans des gros problèmes, pas tout le monde est équipé, pas tout le monde a, dans sa carrière professionnelle, l'occasion de tester des techniques de management ou de résolution de problèmes. Et donc, il a été proposé, notamment avec l'idée que tout cet investissement, que ce soit pour des jeunes personnes ou des personnes plus âgées dans la carrière de dirigeant, soit en partie validé par une formation. Donc, on développe des compétences et on essaie de la faire reconnaître. Pourquoi pas avec une haute école de gestion ou avec une université ou une haute école sociale, par exemple, de manière à ce qu'on reconnaisse véritablement et peut-être on professionnalise un petit peu les choses. Donc ça, c'est une autre mesure extrêmement intéressante qui touche aux dirigeants. Et là, je me tourne peut-être vers M. Canaan en disant, mais finalement, est-ce que vous pourriez clarifier quelle relation vous faites, vous, autorité, entre ce niveau de dirigeant et puis la violence au quotidien autour d'un terrain de foot ? Mais disons de manière générale, vu que nous avons des relations étroites avec de très nombreux clubs dans tous les sports, pas seulement le football, force est d'admettre que de manière générale, le métier, si vous me passez l'expression un peu entre guillemets, le métier de dirigeant de club au sens large, membre d'un comité, trésorier, président, etc., est objectivement beaucoup plus exigeant aujourd'hui parce qu'on vous demande de manière générale plus d'éléments juridiques, comptables. Tous les partenaires sont plus formels souvent, même les parents parfois. Et puis, il y a en plus tous les enjeux de prévention. On demande aux clubs, enfin aux sportifs en général, d'être actifs dans tous les registres de la prévention. Et que donc un accompagnement au sens large paraît pertinent. Et on se rend compte aussi que, dans les faits, les membres des comités apprennent beaucoup de choses sur le tas. Parfois, ils arrivent avec des compétences. Si, par exemple, un comité a la chance d'avoir un membre qui est expert comptable de métier, ben forcément qu'il va être probablement trésorier du club, et tant mieux. Mais on n'a pas toujours ces profils disponibles. C'est tout l'enjeu de la gestion bénévole du sport. Et on rappelle souvent au service des sports de la ville de Genève que trouver des bénévoles pour une manifestation d'un week-end, c'est pas, je ne dis pas que c'est facile, mais on les trouve, parce que voilà, pour 2-3 jours, on arrive à mobiliser des gens. En revanche, le bénévolat dans la durée, c'est-à-dire justement gérer la vie sportive, c'est un bénévolat qui n'est pas toujours très gratifiant, parce que quand tout va bien, on ne vous dit pas forcément merci, et c'est quand il y a un pépin qu'on vient vous critiquer. C'est la même chose dans les partis politiques, je vous rassure, pour les gens qui gèrent les partis, mais c'est dans les associations en général. Donc on se dit au moins valoriser cet investissement. Et puis pour des membres de comité ou d'autres, disons, cadres au sens large, des gens qui ont des responsabilités, ben c'est valorisant de pouvoir avoir des formations qui ont un côté certifiant. C'est-à-dire qu'en plus, ça peut être utile pour un CV en général, quelle que soit ensuite l'utilisation, bénévole ou professionnelle. Donc on va trouver le bon équilibre, parce qu'évidemment, ça ne peut pas être des formations plein temps, ça ne peut pas être des formations lourdes. Donc on va faire un travail avec les hautes écoles pour trouver les bons modules, flexible, ça peut être plusieurs modules d'ailleurs. Par analogie, d'ailleurs, on a fait une expérience intéressante avec le service des sports, où le service des sports a proposé à tous nos subventionnés des ateliers thématiques, à raison de toute une série sur différents aspects de la gestion d'un club. Et ils ont été très visités. Et un des éléments les plus intéressants, paraît-il, de ces ateliers, c'est les échanges entre les clubs. Donc entre praticiens, par exemple entre les trésoriers. Ah, tu fais comment? Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, etc. Il y a aussi cet aspect-là, bien sûr, d'une formation, c'est aussi l'apprentissage mutuel. Donc on n'a pas encore défini concrètement, mais on va travailler avec les hautes écoles pour, comme j'ai dit, trouver le bon module, le bon équilibre de quelque chose qui ne soit pas trop lourd, mais qui soit réellement utile et, si possible, certifiant. Merci beaucoup. Monsieur Rennevet, vous êtes conseiller administratif dans une grande commune à Lancy et par ailleurs représentant de l'ACG. Est-ce que vous voyez d'un bon œil cette dynamique de professionnalisation avec une formation certifiante ou en proximité dans le tissu associatif, vous vous dites ça risque de faire un petit peu fuir certaines personnes? Bonsoir à toutes et tous. Alors effectivement, j'abonde dans le sens qui vient d'être dit, parce qu'on le voit tous les jours. C'est vrai que les infrastructures sont essentiellement en main communale. Et donc c'est vrai que souvent les dirigeants, on l'a dit, sont des bénévoles qui n'ont pas forcément aussi la connaissance de comment réagir en cas de problème. Et donc souvent, ils essayent aussi un petit peu de faire de leur mieux en fonction d'un certain bon sens ou d'un certain pragmatisme. Des fois, ça marche, pas toujours. Et lorsque ça marche pas, souvent, quand tout a été essayé et que la situation a empiré, ils viennent souvent vers nous
autorités de communes pour essayer de trouver des solutions. Et souvent, c'est bien tard, parce que justement, ça ne s'est pas fait en amont. Donc ça va d'avoir ces clés de lecture au départ, d'avoir aussi cette possibilité de dire à travers des formations que l'administration ou les autorités municipales peuvent aussi aider à la résolution de ce genre de problème. Effectivement, c'est des problèmes qui ensuite n'arrivent plus. Merci. Est-ce qu'il y a commentaires, questions, remarques dans la salle sur ce point? Là encore, beaucoup de choses à travailler. Ce n'est pas le cas, merci beaucoup. On avance, mesure 3, je passe la parole à mon collègue Olivier Ducret, qui s'est occupé de la séquence sur charte et règlement. Merci Olivier. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai eu le plaisir et l'opportunité de présenter ces ateliers sur les chartes et règlements. Avant même de présenter les deux mesures relatives à la charte et au règlement, il y avait des mesures qui concernaient plus spécifiquement la communication. Lors des ateliers, il a été constaté de manière générale un manque de positivisme autour des terrains de football, un manque de promotion autour de la question du fair play dans le sport de manière générale. Il n'y avait pas de message fort autour de ce thème. Et du coup, de ce constat a découlé une mesure qui est mentionnée ci-dessus, la mesure numéro 3, qui est la mise en place d'une politique de communication coordonnée et surtout homogène sur l'ensemble du territoire cantonal. Merci. Alors, Monsieur Apotello, on retourne vers vous. On a tous vu quand même un certain nombre de banderoles ces dernières années, il y a un certain nombre de choses qui ont circulé. Donc, finalement, est-ce qu'on va vraiment gagner quelque chose, une valeur ajoutée avec un modèle de ce type-là? Quelle est votre position? D'abord, il y a toujours une plus-value lorsqu'on rappelle des éléments fondamentaux. C'est vrai que c'est un peu paradoxal d'imaginer que la question du fair play, quand on le dit, ça fait un peu désuet, c'est un peu pris un peu sur le mode de l'humour et de la rigolade. Or, le fair play, c'est ce qui fait quand même en sorte que 99% des matchs se déroulent bien et que la formation d'un sportif ou d'une sportive est bien vécue parce que justement les choses sont ainsi. Mais dans l'intérêt pour moi de la mesure telle qu'elle est proposée ici, c'est vraiment d'axer sur la coordination et l'homogénéité du message. Au fond, c'est vraiment de dire que tous les clubs de foot sont capables de porter le même message, d'avoir le même visuel, et que régulièrement, lorsqu'il y a des rencontres avec les parents, lorsqu'il y a des assemblées générales, lorsqu'il y a évidemment les matchs et les entraînements, le même message soit vu, partagé par l'ensemble des personnes. Pour moi, c'est vraiment à considérer que le football est vraiment une école de la vie, alors ça doit être aussi une école du respect. Quel est le message? Comment allons-nous le diffuser? Ça, c'est des éléments sur lesquels on va pouvoir ainsi travailler dès lors que la mesure pourra être en effet discutée, validée. Là-dessus, nous en avons conscience, nous aurons besoin d'un bout de financement pour faire en sorte que les banderoles, les aspects de logo soient assumés. Et une fois encore, on fera en sorte que ce message-là puisse être présent. On aura besoin des communes pour les aspects installation et des clubs et des instances pour pouvoir nous aider à porter ce message. Merci beaucoup. Monsieur Renvet, de nouveau pour les communes, une fois que les clubs seront équipés autour des terrains, des flyers, des choses, un visuel, est-ce qu'au-delà des terrains, plus largement, vous vous sentez en partie responsable de relayer ou de faire écho à ce message? Et si possible, comment? Puisque une fois qu'on est en dehors des terrains, la place est publique. Évidemment, mais ça se joue à tous les niveaux, ça a été dit. D'abord, c'est un rappel, parce que évidemment qu'on voit tout d'abord que les enfants passent aussi, grandissent. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit se faire aussi chaque année, parce qu'il y a des nouvelles recrues, si j'ose dire, dans le foot. Donc ça doit être renouvelé. Et puis ça doit être effectivement porté à la fois par le club, mais aussi par les communes. C'est essentiel. Et c'est effectivement en ayant un regard qui est double et qui est porté, que les enfants comprennent aussi qu'il faut faire attention et qu'il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter, effectivement. Dans la poursuite, messieurs Cheba et Chalaoui, je me permets de vous interpeller en même temps, mais vous avez l'impression que quand on a un visuel assez concentré, assez dynamique, assez redondant, les personnes se sentiront plus légitimes pour rappeler la chose, peut-être prendre
les décisions, faire acte de présence peut-être plus formelle que si on a juste un petit bout d'autocollant qui se décolle dans un coin du terrain? Écoutez, d'abord, c'est vrai que je pense que les messages, il y en a plusieurs. Enfin, autour du fair play, il n'y a qu'à se balader un peu dans les stades et on trouve des messages qui font la promotion du fair play. Il y a eu différentes campagnes, le respect, ça change la vie. Il y a eu Charte des droits de l'enfant. Enfin, on peut... Chaque entité a pu à un certain moment développer. Alors l'idée d'unifier et d'essayer de le systématiser me paraît une bonne idée. L'idée étant évidemment de marteler et répéter année après année le message, en lui donnant une importance, en disant que derrière, il n'y a pas que le club, c'est pas que le club qui essaye de se battre au quotidien pour que les valeurs de fair play soient respectées, mais que c'est aussi une action commune à l'entité régionale, au club et puis à la communauté, donc à la commune qui est propriétaire des infrastructures et qui fixe des règlements pour l'utilisation de sa piscine, mais pourrait aussi fixer quelques valeurs ou quelques règlements à défendre, à utiliser dans le cadre de l'utilisation des terrains de foot. Et c'est un peu ça l'idée. Et puis le dernier élément, c'est que personne ne puisse dire « Ah mais on ne savait pas ». Non, vous savez parfaitement. Vous adhérez à un club, c'était toute la discussion qu'on a eue avec les chartes. Indépendamment de la valeur qu'on peut accorder aux chartes, l'idée c'était de mettre en avant le fait que le club, c'est une entité, elle a des valeurs et que ces valeurs, on essaie de les diffuser. Et quand vous adhérez au club, vous adhérez aux valeurs qui sont défendues par ce club et que par conséquent, le fait de leur donner un document ou de leur envoyer un message, c'est leur rappeler qu'ils ne sont pas dans un sport individuel, mais qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une action collective. Merci beaucoup. Même question et même sentiment. Est-ce qu'il y a une légitimité à agir quand on est bien encadré par de la communication? Alors, bien entendu que ça paraît une mesure très intéressante. Comme l'a dit M. Choba, marteler le même message, que le jeune joueur, qu'il aille jouer à Versoix ou à Meignier, trouve le même message qui est repris en écho aussi par ses entraîneurs et les dirigeants du club, ça peut que être bénéfique. Je rajouterais peut-être un petit élément, penser à mettre ces messages de fair play là où les jeunes se trouvent, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et puis sur le monde numérique, et puis dire que les arbitres avaient déjà pris les devants à la suite de notre mouvement de mobilisation. Nous avons contacté quelques agences de communication pour essayer de faire un petit spot de sensibilisation avec la symbolique derrière, que ça soit porté par les arbitres. On a quelques devis qu'on soumet avec plaisir à M. Apotolo pour validation peut-être, mais c'est clair que un message unifié ne peut qu'être bénéfique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce point? Madame, on va vous passer un micro. Madame, ici. Voilà. On vous écoute, volontiers. Oui, bonjour. Je me demande si ça serait peut-être pas aussi utile de parler avec le DIP, parce que le plan d'études roman a justement un des domaines qui est la formation générale, le savoir-vivre ensemble et ce genre de choses. Et je me dis, on est peut-être tellement... Ils font déjà beaucoup de choses contre la violence. Et je pense que le DIP pourrait être associé aussi à ça, parce que, en tout cas pour les enfants si l'école fait du boulot, nous, on fait le reste, ils l'entendent de différentes manières et dans plusieurs domaines, et pas que au sein d'une association de sport. Et je pense que ça peut être une idée à retenir, de voir de quelle manière le DIP peut inclure un module. Ils le font déjà, mais peut-être les associer, de voir ce qui se fait tous ensemble. Merci beaucoup, effectivement. Plus on fera d'écho, plus on fera de mouvements systémiques, mieux ça ira. D'autres remarques, commentaires sur cette question de la communication? Monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir. On parle d'un message commun sur les terrains et aux alentours. Alors des fois, quand on martèle un message, des fois on ne le voit plus. Mais peut-être que le fait de le faire mettre sur tous les maillots des joueurs, avec un même logo ou quelque chose, fera que tous les joueurs, grands, petits, l'auront sous les yeux tout le temps, sur leur propre maillot. Et il y a la symbolique de porter soi-même, finalement, le message de fair play. Enfin, il y a différents types de supports, mais peut-être ça peut être une piste. Merci beaucoup. Voilà, ça lance déjà les propositions qui pourront être reprises, bien évidemment, et travaillées de manière intensive. Michel Pont, volontiers. N'hésitez pas. J'ai juste une toute petite remarque. J'aimerais élargir le mot communication, non pas seulement à un slogan ou à des slogans.
Mais pour être très pragmatique, comment, une fois que ce slogan commun à tous les clubs, à toutes les communes, à tous les politiques, à tous les arbitres, est défini avec des moyens de diffusion, comment est-ce que les clubs ensuite, parce que le grand problème, c'est comment est-ce que les clubs eux-mêmes, chaque entité, diffusent ça à leurs entraîneurs, à leurs dirigeants, au comité complet, à un directeur technique, à des entraîneurs qui sont tous les jours en rapport avec les gamins et en rapport avec les parents. C'est pour moi ça qui est important. Et que certainement beaucoup plus de moyens doivent être mis à disposition des clubs à travers les communes, à travers tout ce qui vient d'être dit, afin que, à l'intérieur des clubs, on puisse réellement parler de ça plus régulièrement à des séances de comité, à des séances d'entraîneurs ou à des assemblées de la CGF, par exemple. Merci beaucoup. À retenir, bien évidemment. Olivier, on passe à la mesure numéro 4. Je pense que c'est une bonne transition que Michel Pont a fait à l'instant. Il a été constaté dans les discussions des ateliers, toujours dans le thème de la communication, qu'il y avait quand même beaucoup de bonnes pratiques qui existaient déjà dans les clubs, mais la problématique était mal diffusée. Ces bonnes pratiques, justement, avaient de la peine à circuler à travers les différents clubs. Et l'une des mesures, la mesure 4, est celle de la création d'un observatoire du football et donc également d'une plateforme d'échange avec analyse et synthèse pour favoriser les échanges et la communication. Voilà. Merci beaucoup. Même question, on peut peut-être enchaîner directement, Michel. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des choses similaires dans d'autres pays ou des éléments d'analyse et de manière plus large, sans parler, quelles seraient, je vais poser aussi la même question à M. Choba après, quelles seraient finalement les données dont vous auriez besoin qui vous paraissent importantes si on a un observatoire, bien sûr sur les bonnes pratiques, mais aussi sur des éléments peut-être statistiques ou de compréhension? Je n'ai pas d'exemple précis ou de connaissance d'un tel observatoire ailleurs, mais Dieu sait si c'est une belle idée, une bonne idée, où chacun peut se référer un jour ou l'autre avant d'avoir une séance d'équipe, avant un match, avant n'importe quelle séance, d'avoir toujours ça en mémoire, ou en tous les cas à disposition pour se rafraîchir la mémoire, avec un devoir de communication et de diffusion, surtout au sein depuis le haut de la pyramide jusqu'au plus bas de la pyramide, de chercher le meilleur moyen, effectivement, le plus efficace pour que ça puisse rentrer dans tous les étages de notre entité football, pour arriver vraiment à la base la plus large possible. Ça, sur la question de la violence en matière de données ou d'informations à faire remonter. Non, mais c'est plus sur cette gestion, le premier point, sur au-delà d'une certification qui est très importante, parce que si on veut encourager des gens à prendre sur leur temps de libre, à prendre sur leur temps personnel, eh bien d'avoir une certification me semble une récompense, Dieu sait, importante quant à la motivation de chacun des plus petits entraîneurs aux plus grands, à peut-être avoir ces clés et avoir envie d'avoir certaines clés qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Donc je crois que c'est vraiment là-dessus, d'une manière très large, qu'il faut voir. Très bien, Monsieur Potello, vous avez demandé la parole. Oui, parce que je trouve que l'idée de l'observatoire, elle est intéressante pour objectiver. On a vu avec les deux graves incidents de juin et de septembre qu'au fond, on a une espèce de relais médiatique qui donne l'impression que tous les matchs vont mal, et que tous les samedis, il y a des bagarres, que tous les dimanches, c'est l'enfer. Or, le fait de pouvoir avoir quelques chiffres qui montrent qu'en effet, ces quelques incidents, aussi dramatiques soient-ils, dans l'année, ne font pas, je dirais, le lot de la régularité. Donc l'Observatoire a aussi ceci d'intéressant et d'avantageux, d'objectiver, de mettre des mots et des chiffres sur ce qu'il se passe, je dirais, tous les jours de l'année, et que objectivement, généralement, les choses se passent bien. Donc pour moi, c'est aussi de dire, parce que moi, j'ai été sollicité ensuite de ces incidents par les médias en disant il y en a beaucoup, est-ce qu'il y a une évolution, laquelle est-elle? Et c'est difficile de sortir un peu de la subjectivité pour pouvoir amener des éléments factuels. Merci. Monsieur Choba, j'insiste un petit peu sur l'intérêt de certaines données ou des informations dont vous vous préoccupez au sein du bureau de l'association cantonale. Oui, effectivement. Bon, l'observatoire, c'est toujours objectiver, c'est évidemment pas facile. Et je pense qu'évidemment,
avoir une aide à ce propos serait utile dans la mesure où, évidemment, tous les événements n'ont pas la même signification, n'ont pas la même valeur, et d'essayer de les répertorier ou de trouver des critères qui permettent d'objectiver autant que faire se peut ce qui se passe dans une saison serait utile. L'autre élément, moi, qui me paraît important, c'est aussi la plateforme d'échange. On réfléchit aussi à comment essayer d'aider les clubs et notamment les nouveaux dirigeants. On sait aussi que dans cette salle, il y a un certain nombre de personnes qui cumulent pas mal d'années au sein de leur club. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être là depuis relativement récemment, et on sait que le tournus au sein des dirigeants est un élément qui est aujourd'hui beaucoup plus important qu'il y a quelques années. Alors à partir de là, ces nouveaux dirigeants, il faut peut-être essayer de leur apporter une aide, et la plateforme d'échange serait dans ce sens-là, de mon point de vue en tous les cas, un élément utile, parce qu'on sait, et c'est ce qui a été dit avant, qu'on a tous, beaucoup de clubs ont de bonnes pratiques. Beaucoup de clubs font des efforts dans plusieurs directions pour essayer d'intégrer, fédérer, réunir, identifier, donner des valeurs, et que par conséquent, qu'on puisse trouver un endroit où on puisse interagir entre nous, serait sûrement quelque chose qui serait bénéfique, y compris pour les gens qui sont nouveaux et qui cherchent à s'investir dans le bon fonctionnement d'un club. Merci, ça a été beaucoup relevé aussi dans les ateliers, la question qui est très traditionnelle, c'est pourquoi les médias ne relayent que les trains qui arrivent en retard et les mauvais gestes, pourquoi on n'a pas d'informations ou de photos ou de retours sur des beaux gestes, le beau geste du week-end, des choses comme ça qui doivent exister bien évidemment, et sûrement plus que des agressions. Donc ça a été beaucoup évoqué. Alors juste dans ce sens-là, on a envoyé un petit mail au club. Il y avait une petite ouverture de Sport Center Tamedia pour diffuser des messages positifs. Donc, si vous en avez à transmettre sur des personnes à mettre en valeur, enfin, on vous a expliqué un petit peu ceci dans un mail. N'hésitez pas, ça permet aussi de donner une image et de véhiculer une image du football qui est un peu différente de celle des faits divers. Ça semble être une base effectivement de départ pour l'Observatoire. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des suggestions au vol sur cette question de l'Observatoire, plateforme d'échange et d'analyse de ce qui se passe réellement pour objectiver? Pas plus. Merci. Olivier, on passe à la mesure suivante. Numéro 5. Voilà. C'est parti. Merci. On va aborder à présent le thème des chartes. On a eu un atelier très intéressant à ce sujet. Lors des discussions, on a pu constater qu'il y a déjà certains clubs qui ont déjà un document référence par rapport à ces questions d'éthique, de fair play, de bonne conduite. On a passablement discuté l'exemple du FC City, par exemple. De manière générale, chaque club a ses propres pratiques existantes et a sa propre manière de fonctionner. Il n'existe donc pas vraiment de document cadre qui permet l'uniformisation des comportements sur et autour des terrains. On a pu aussi constater que les clubs se plaignaient quelque part d'un manque de dialogue de manière régulée, en tous les cas, avec les communes. Et ce constat-là, il a abouti à la mesure numéro 5, qui est la création d'une charte cantonale destinée à l'ensemble des publics entourant les clubs. Voilà, Monsieur Renvet, je vous passe la parole immédiatement. Oui, merci. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est effectivement l'ensemble des publics, parce qu'on parle souvent des joueurs, on parle des footballeurs, mais on oublie aussi souvent les parents, par exemple, ou tous ceux qui sont autour, finalement, du terrain. Et je trouve effectivement intéressant de pouvoir assimiler cette charte cantonale à l'ensemble des publics, parce qu'effectivement, surtout dans l'école de foot ou autre, c'est surtout les parents qui, des fois, dysfonctionnent d'une manière ou d'une autre, soit verbalement ou physiquement. Et c'est vrai que, justement, d'avoir conscience aussi que, certes, on parle du football et des footballeurs, mais on doit aussi parler du public, des gens qui entourent, les coachs, ça a été dit aussi, qui doivent avoir cette valeur d'exemplarité. Et effectivement, d'avoir une charte cantonale, de nouveau, où on réfléchit un peu collectivement à ces besoins-là, où là aussi, chacun a son génie propre, mais on trouve quand même des choses similaires d'une commune à l'autre ou d'un stade à l'autre. Et donc, ça peut permettre justement de fédérer de nouveau autour de certaines valeurs communes. Merci. Monsieur Cheba, est-ce que là, on parle d'une charte cantonale? Évidemment, comment vous imaginez
possiblement la gouvernance cantonale sans empiéter sur l'autonomie des clubs qui ont leur philosophie, leur approche. On est sur peut-être un rôle modèle. Oui, écoutez, Frédéric Renvet a dit que chacun avait son génie propre. Effectivement, je peux que adhérer à cela. Après, d'essayer d'avoir une trame, d'avoir un élément, des éléments communs ou des valeurs communes qui nous réunissent, je pense que ça peut être que... et puis, en étant pour cela appuyé dans la réflexion, c'est-à-dire qu'effectivement, l'avantage peut-être de le faire, c'est que il y aura des moyens, peut-être que... Alors, je sais que certains clubs, des membres de certains clubs y ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel pour faire avancer un projet interne au club. L'avantage de cette configuration cantonale et communale, c'est qu'elle offrira peut-être des moyens qui permettront peut-être d'avancer plus vite. Après, le but, ce n'est pas de tout uniformiser, mais c'est d'offrir en tous les cas les éléments de base qui permettent, disons, de diffuser à l'intérieur du club les valeurs qui sont celles du club, mais celles du football régional également. Et dans ce contexte, c'est évidemment important et intéressant que l'association s'y intéresse et y participe. Monsieur Chalaoui, quelle est la position possible des arbitres dans l'écriture de ces chartes? Parce que vous pourriez être la personne à respecter parmi d'autres, un sujet de la charte, ou vous voyez un rôle plus actif, puisque c'est une charte cantonale destinée au club? Alors, les arbitres ne veulent pas être respectés plus que le sport en lui-même. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on a essayé de faire passer comme message à travers notre mobilisation, c'est qu'on fait partie du jeu. L'arbitre est là, il est avant tout amateur de football, et puis que voilà, il a aussi le droit de se tromper, et de respecter l'arbitre et les décisions des arbitres, c'est aussi respecter l'esprit du jeu. Et dans ce sens, on adhère totalement à la création d'une charte commune, aussi dans le sens de marteler toujours le même message des plus jeunes aux plus anciens. Michel Pont, est-ce qu'il y a une ingéniosité à mettre dans ces chartes? On n'est pas encore au stade de la rédaction, mais on va quand même assez vite avoir un problème entre ce que les images du football international nous montrent et puis ce qu'on essaye de dire dans les vestiaires aux plus jeunes. Oui, mais alors justement, c'est là-dessus qu'aussi, de nouveau, je vais essayer de... Moi, j'élargirai le mot charte pour être de nouveau dans le terrain et dans le pragmatique. Il y a une question de discipline au sein de chaque équipe qui devrait être respectée. Ça fait partie des directives que l'éducateur, là, si on parle que de la section junior, de l'éducateur qui en début de saison va se retrouver avec ses joueurs et avec les parents, ce qui devrait être là dans une des clés à fournir à nos éducateurs. Qu'est-ce que je fais en début de saison avec mon équipe de jeunes? Qu'est-ce que je fais quand j'ai tous les gamins en face de moi et surtout tous les parents qui vont être à longueur d'année les premiers à dériver sur leur comportement, sur leurs remarques sur les arbitres, sur leurs émotions absolument pas gérées parce qu'ils ont tous le petit Messi sur le terrain. Et j'ai envie de dire, là dans cette charte, pourquoi ne pas avoir une partie qui est exactement le comportement que chaque éducateur devrait avoir obligatoirement chaque début de saison et peut-être chaque début de tour avec leurs gamins, avec les parents, avec une discipline respectée pour les gamins et pour les parents, surtout qui seraient des relais pour faire respecter ces règles. Donc pas simplement le texte avec la philosophie, exact. Mais la méthodologie. C'est de nouveau donner des clés à chaque éducateur. C'est peut-être pas facile pour un jeune éducateur ou un nouvel éducateur comme un nouveau dirigeant de tout d'un coup se retrouver avec ses 14 ou 15 gamins et puis 25 parents en face où on doit faire office de directeur et de discipline, de directive à donner tout au long de l'année qu'ils ont envie d'avoir autour de leur match. Merci. Charte cantonale, est-ce qu'il y a des réflexions, des commentaires? Bien sûr, on l'a dit, beaucoup de clubs font un travail important. Okay. Madame? Voilà, s'il vous plaît. Beaucoup de clubs ont fait un travail important, se sont investis. On essaye de synthétiser, de fédérer tout ça. Moi, j'avais juste aussi une proposition par rapport à cette charte. Je pense que c'est important d'avoir une partie qui est, on va dire, commune à tous, mais une partie qui est laissée flexible de cas en cas, parce qu'il y a des communes qui ont déjà des chartes, et puis ce ne serait pas très approprié que les clubs aient 36 chartes. Donc d'avoir une partie rigide, qui fixe un cadre, et puis une partie flexible que chaque commune, voire région, voire club pourrait adapter en fonction de ses besoins. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver autour de ça. Merci beaucoup. Autre raisonnement ou réflexion sur
l'avantage de ce genre de mesures et ce qu'on peut en attendre? Merci. Et donc il y a une conséquence à cela. Oui, Mesure toujours numéro 6. dans ces discussions autour de la charte, du thème de la charte, les discussions ont abouti à un constat qui est le suivant. En soi, la charte elle-même n'a aucune valeur, elle ne sera jamais suivie ni reconnue par les acteurs s'il n'y a pas un règlement ad hoc qui est là, qui permet de sanctionner les éventuels non-respects de la charte. Et du coup, ce constat aboutit à la mesure numéro 6, qui est la création d'un règlement qui sanctionne en cas de non-respect de la charte. Voilà. Alors, on arrive effectivement dans un moment un peu plus dur. Monsieur Canaan, je me permets quand même de vous adresser la parole. Conseil administratif en charge de la plus grande commune et donc du plus gros volume vraisemblablement et financier et d'activités sportives. Est-ce qu'on imagine participer à la sanction par les subventions, par une politique active en matière? Après la carotte, le bâton. Oui, c'est-à-dire que tout dispositif doit aussi inclure des possibilités de sanctions. On est toutes et tous d'accord que c'est en dernière extrémité. Notamment la question de la subvention, c'est évident que nous ne voudrions pas devoir supprimer une subvention, parce qu'en supprimant une subvention ou la remettant en question, on menace le club en entier, dans la durée. En revanche, qu'il y ait des possibilités de sanctions, comme j'ai dit, quand tous les autres moyens sont épuisés, c'est le corollaire pour la crédibilité d'une charte. Et évidemment, il faut bien réfléchir à comment c'est formulé, puisqu'il y a déjà, je dirais, tout le système lié au football lui-même, hein, donc le système de sanctions sportives, hein, qui est géré, et la CGF a toujours été très réactive, dans le bon sens du terme, hein, vous avez toujours réagi lorsqu'il y a des situations, mais on sait que ça ne suffit pas par rapport à ce qui se passe autour du terrain, avant, après match. Et donc, on a, et je sais que d'autres collègues des communes l'ont aussi vécu, on a des situations où on s'est rendu compte que les sanctions purement footballistiques ne suffisaient pas, notamment pour un effet préventif, et que donc on improvisait par exemple des interdictions temporaires pour telle et telle équipe dans un club de jouer pour un certain temps sur le terrain, ou d'autres sanctions de ce type-là. Et là, je pense, pour la crédibilité du dispositif, on a besoin de se parler et d'élaborer un cadre commun qui peut passer. Alors, à titre préventif, on a parlé de contrat-prestation. Alors, certaines communes le pratiquent déjà. En fait, un contrat-prestation, c'est en général un instrument qu'on utilise pour les subventions, pas seulement sportives d'ailleurs. Dans mon département, historiquement, c'est plutôt la culture qui avait élaboré ce système. Ça permet d'avoir des relations sur plusieurs années, donc de se fixer des objectifs communs et de les mesurer ensemble à la fin de la période. Ça évite de faire la même discussion chaque année. Donc on peut inclure dedans évidemment les questions de prévention et d'accompagnement d'effets de violence. Il n'y a pas que ça dans un contrat de prestation, évidemment. Mais de voir aussi quelles sont les sanctions et qu'elles soient transparentes à l'avance. C'est-à-dire que du coup, tout le monde sait quelles sont les sanctions envisageables pour quelle situation, qui les prend et qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Monsieur Renvet, ça a été évoqué par Monsieur Canaan, juste pour qu'on puisse bien comprendre. Deux choses. La première, c'est est-ce que les communes ont l'habitude, dans d'autres domaines, dans d'autres dicastères que le sport et la culture, d'être vigilants sur certains respects ou non-respects? Et puis, jusqu'où vous avez l'ambition de mener, vous et les communes genevoises, cette politique un peu plus aussi de prévention par le règlement? Alors je disais qu'effectivement, c'est l'exemple que j'avais donné aussi lorsqu'on a discuté des groupes de travail. On a à Lancy un contrat de prestation justement avec le Lancy FC, pour ne pas le nommer. Et c'est vrai que justement, j'abonde dans ce qui a été dit, ça ne doit pas être une mesure punitive dans ce sens-là, mais ça doit être la possibilité quand même, à la fois pour les dirigeants du club, à la fois pour la commune, lorsque visiblement il y a des dysfonctionnements à l'intérieur d'un club et que ces dysfonctionnements sont répétés, de pouvoir agir aussi à travers une sanction, pourquoi pas. Donc ça permet déjà de fixer un cadre, comme ça a été dit, donc de dire qu'il est possible qu'il y ait des sanctions. C'est une discussion aussi, c'est pas sur un élément, mais c'est sur un faisceau d'éléments qui montrent que justement c'est pas pris à sa juste mesure. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut être des mesures qui existent. On a notamment, par exemple, pour notre contrat de prestation, un lien avec le fair play, puisque comme vous le savez, on édite, le foot édite chaque année une grille, une tabelle des clubs qui ont un certain niveau de fair play. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qui est une mesure assez simple, mais qui montre quand même que justement, on est dans cette philosophie du fair play et on essaye de trouver des solutions à ce niveau-là. Donc voilà, ça peut être des pistes éventuelles. Monsieur Chalaoui, vu de l'œil des arbitres, est-ce qu'il y a matière à combiner sanctions techniques du jeu, peut-être graves aussi, et puis d'autres sanctions qui peuvent vous aider indirectement à l'arrière-plan de la gouvernance des clubs? Alors, nous, quand on a mené notre action au mois de septembre dernier, c'était l'un des points qu'on avait suggéré, c'est vraiment d'essayer d'avoir autant des mesures de sanctions que de mesures d'accompagnement.
Et c'est clair qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Et dans ce sens, bien sûr qu'on soutient ce point. Michel Pont, même question. Combinaison entre sanctions techniques liées au jeu, aux joueurs, et puis responsabilité des clubs dans leur gouvernance finalement. Je reviens tout le temps sur la prévention et sur le discours en amont avant de devoir arriver à des règlements qui sont toujours interprétés et qui peuvent être source de conflits futurs. Moi, je trouve tellement tout le temps le travail incroyable et remarquable de tout le monde, y compris toutes les personnes qui sont là dans les clubs. C'est que de l'aide qu'il faut leur donner, du matériel, de l'aide, peut-être un petit peu plus d'argent sur un cadre très précis sur la gestion des émotions, des documents, parce que j'ai l'impression que les éducateurs ont besoin de quelque chose, ont besoin de ça, et diffusé par leurs dirigeants respectifs, qu'ils soient techniques ou de comitat, et qu'à ce titre-là, je suis évidemment plus plus l'éducateur maîtrisera le milieu environnant, mieux ça sera et moins on aura à faire de règlement. Mais à un moment donné, je crois que c'est tout à fait juste de dire qu'un règlement est presque obligatoire pour qu'une charte soit valable également. Merci. Même question, remarque. Est-ce qu'il y a des suggestions, des réflexions pour fixer le cadre, M. Choba? Peut-être juste un mot là-dessus. C'est vrai que, sans vouloir déflorer les dernières mesures, il n'y en a pas beaucoup, elles sont plutôt incitatives. Là, cette mesure 6, elle est évidemment quand même importante, parce qu'il ne sert à rien d'être totalement bisounours. C'est-à-dire que si on se fixe des objectifs de prévention, il faut à un certain moment aussi pouvoir tirer des conclusions ou sanctionner s'il y a des non-respects des objectifs. Et Samy Cadaon l'a mentionné, mais il faut que ça soit clair, la ville de Genève l'a déjà fait. Suite à des incidents graves dans un match de seniors, elle a exclu cette équipe senior de ses terrains. Et c'est évidemment beaucoup plus important, beaucoup plus efficace que de sanctionner pour des subventions que le club ne touche peut-être même pas. Ou s'il touche 500 balles, il va s'en ficher. Donc c'est vrai que la mise à disposition du terrain et le rôle des communes, là-dessus, il me paraît important. Après, il faut évidemment, c'est tout l'équilibre, c'est toute la proportionnalité, sans verser dans un excès aussi, d'essayer de donner à chaque action sa juste valeur et que les clubs puissent se faire entendre aussi. Mais cet élément-là, alors il méritera, j'imagine, et j'en suis certain, de nombreuses discussions, mais malgré tout, il mérite d'être discuté et d'aboutir. Merci. Remarques, suggestions pour ne pas aller trop loin, pour prendre en compte le terrain? Non? Merci Olivier. On va demander à Philippe Bavarel, qui s'est occupé plutôt de la gestion des publics, de nous emmener sur cette mesure numéro 7. Bonsoir. Dans le groupe justement de la gestion des publics, on s'est attaché à définir dans un premier temps quels étaient les publics, comme ça a été dit tout à l'heure. Et ce qui est intéressant de remarquer là, à ce stade de la discussion, c'est que certaines mesures qui étaient issues de nos réflexions dans ce groupe ont été aussi, peut-être pas de manière hasardeuse, relevées dans les autres groupes de travail. Et c'est pour ça que on est arrivé à faire des propositions, entre autres une qui disait que dans les clubs, au sein des clubs, on n'avait pas forcément toujours quelqu'un qui pouvait être le répondant fair-play du club. Et que ça, c'était quelque chose qui était manquant. Et à partir de là, la mesure qui a été proposée, c'est celle qui est affichée, justement, c'est cette nomination d'une personne qui pourrait faire le lien d'abord au sein du club entre les parents, les joueurs, les entraîneurs, les responsables techniques, le comité, les responsables du club, d'une part, et puis d'autre part, qui pourrait faire aussi le lien avec l'association cantonale. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole, M. Choba, puisque ça engage l'ensemble des clubs, à savoir déjà, à ce stade de la réflexion, quel effort ça représente, constitution d'un rôle supplémentaire, et est-ce qu'aujourd'hui, avec les pratiques autour du fair play, on arrive déjà à se faire une bonne idée de ce que pourrait faire ce genre de personne ou ce profil de personne? Non, alors ça mérite vraiment, je pense, ça mérite vraiment d'aller plus loin que de l'écrire simplement sur le tableau,
parce que je crois qu'il faut que on définisse ensemble ce qu'on attend, pas qu'on ait des ambitions peut-être disproportionnées par rapport au poste, mais aussi que ça soit autre chose qu'un nom sur un organigramme. Donc c'est pour moi une vraie discussion à avoir avec les clubs, de quelle manière ce rôle-là peut se décliner à l'intérieur du club, qu'est-ce qu'on attend, pour quelles équipes, pour quel public, enfin voilà, je crois que là, alors, la discussion autour de cet aspect-là me paraît vraiment essentielle. Hein. Et je voudrais pas, et moi, j'ai pas d'avis préconçu. C'est vrai que c'est une charge pour les clubs, a priori, donc leur avis autour de là est essentiel, quoi. Merci. On peut se poser la question, effectivement, de savoir comment positionner cette responsabilité. Elle ne peut pas être au-dessus des dirigeants du club, elle doit être dans l'accompagnement, méthodologiquement. Là encore, je repose une question plus largement. Est-ce que, Michel Pont, vous avez eu affaire à des gens comme ça dans votre carrière ou dans d'autres pays, des gens qui ont une responsabilité extrêmement développée autour de cette question, avec une position d'arrangement et d'agreement? Non, à la taille des clubs, non. On a l'ASF, il y a quelqu'un qui est responsable du fair play, responsable de l'éthique, un petit peu, mais c'est une personne, mais c'est quasiment dérisoire, et je rejoins absolument Pascal. Ce rôle pourrait être tellement important qu'il s'agit vraiment de le définir et de savoir comment est-ce qu'il peut vraiment être utilisé. Moi, je vois plus personne, hein, une personne qui peut tourner dans les clubs, justement, et être le responsable, décharger un comité, décharger un directeur technique, pour aller diffuser dans les clubs, dans une séance d'entraîneurs, comment gérer certaines émotions et peut-être diffuser ces clés de gestion des émotions. Merci. Un interlocuteur fair play, M. Chalaoui, pour les arbitres, c'est très proche des matchs ou c'est plus dans une politique plus globale? Écoutez, nous, on souhaite vraiment construire quelque chose avec les clubs autour de la notion de fair play, dans le sens avoir quelqu'un au sein du club qui soit interlocuteur des arbitres pour qu'on puisse imaginer des solutions à long terme, travailler main dans la main avec la CGF. C'est bien sûr quelque chose qu'on soutient totalement. C'est vrai qu'il y a un responsable des arbitres dans chaque club, mais des fois, voilà, ça tourne, c'est pas toujours la même personne, mais l'idée d'avoir un interlocuteur avec lequel on peut travailler à long terme, c'est quelque chose qui pour nous est indispensable. Monsieur Renves, c'est des personnes qui, bien sûr, dans les toutes petites communes, il n'y a pas de service des sports ou de service ad hoc, mais dans des communes plus importantes, c'est des personnes qui pourraient être très proches quand même de la gouvernance par moment, du sport et des manifestations, par exemple. Alors oui, effectivement, ce serait une personne pivot. Maintenant, la grande question, c'est sa légitimité. Et c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Pascal Chobat. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer d'abord quelqu'un, il faudrait qu'il ait une certaine force dans le club, donc on imaginerait peut-être quelqu'un du comité. Maintenant, on sait très bien que les comités, on l'a vu, hein, dans les clubs, ils sont aussi au four et au moulin. Donc c'est une tâche, justement, si elle veut être crédible, qui doit être une tâche vraiment exigeante et importante. Ça veut dire aussi, comme ça a été dit, le lien avec les entraîneurs, le lien avec les joueurs, le lien avec les parents, le lien avec la commune pour faire le point aussi de situation à un moment donné. Et c'est vrai que de trouver la bonne mesure à ce type de poste-là est quand même assez difficile. Donc oui, ce serait vraiment intéressant, mais c'est vrai que je suis d'accord pour dire que effectivement, c'est quelque chose qui doit être vraiment discuté pour pas que ça soit simplement le père fouettard, ou alors au contraire que ça soit quelqu'un qui ait aucune légitimité et donc aucun pouvoir. Avec peut-être des ressources, si possible, d'aide et comme ça a été dit, financières pour soutenir ce gros travail. Oui, absolument. Après, effectivement, ça peut être par le biais, vous le citez, de subventions, qu'elles soient communales ou autres. Après, je ne pense pas que ce soit vraiment une problématique d'ordre financier. Là, on est vraiment sur, de nouveau, la place de l'individu, sa légitimité. Après, s'il fallait un poste supplémentaire et puis qu'on allouait un montant, je pense que ce serait quelque chose de discutable. Voilà, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a là encore réflexion et limite ou préoccupation à avoir avec ce type de mesure? Il y a sûrement des personnes qui sont en charge. Monsieur Canaan, s'il vous plaît. Oui, en fait, une remarque qui touche presque toutes les mesures. Je me rends compte qu'on ne l'a pas explicitement évoqué, mais on est tous d'accord que c'est très important. C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait qu'une partie de la violence est amplifiée, parfois à l'avance ou après, par les réseaux sociaux. Donc là, j'y pense par rapport à la responsable fair play. Il y a la dimension, comment les fans se comportent, le public ou les fans, surtout les habitués. On a eu des cas concrets, par exemple, à Varambé,
les deux clubs qui jouent là-bas, qui coexistent, l'Olympique et l'Interstar, où à un moment donné, un des éléments de la problématique, c'était l'amplification des insultes, des agressions via les réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte, que ce soit les gens dans le club ou les publics, continuent à pas se rendre compte que le fait d'insulter sur un réseau social, c'est pas une discussion de bistrot. Donc que ce soit la charte, je voulais dire, j'ai oublié de le dire au niveau de la charte, que dans la charte, on va avoir un élément là-dessus. Et en fait, les gens apprennent. Dans ce cas-là, les gens se sont rendus compte, ah si, quand sur Facebook, tu lances des insultes, ce n'est pas juste une discussion de bistrot qui est oubliée le lendemain. Et donc, c'est un élément qui va réapparaître, je pense, dans pas mal, ou même au niveau des sanctions, potentiellement. Disons, une attaque via les réseaux sociaux, c'est autant qu'une attaque sur le terrain. Merci. D'autres réflexions? Monsieur, on va vous passer un micro, s'il vous plaît. Allez-y. Comme l'a dit Michel Pont, je ne pense pas que les clubs en soi aient ni le budget, ni forcément les compétences, ni le temps de devoir gérer, d'avoir un responsable fair play. Enfin, nous, on est vraiment une petite équipe. Je ne vois pas comment est-ce que je peux trouver quelqu'un qui puisse gérer ça. Du coup, je pense, comme l'a dit Michel Pont, quelqu'un qui soit au sein de la CGF, qui tourne un peu, ce serait plutôt une solution plus possible pour nous, en tout cas, je pense. Il y a peut-être des géométries, selon les petits clubs, les grands clubs, des coopérations possibles sur des territoires. Oui, mais surtout que le club en soi, il n'est pas forcément... c'est pas du temps perdu en soi, parce que c'est vraiment très important, mais ce qu'il y a, c'est que si c'est mal fait, je ne vois pas l'utilité si ce sera mal fait, en fait. C'est ça. Merci pour ce rappel à l'ordre. D'autres réflexions? Alors, plusieurs mains se sont levées. Monsieur, allez-y. Et puis après, on passe le temps de passer le micro à madame après. Ah, vous êtes gentleman. Alors, à madame. Une des pistes pourrait être aussi, par le biais des communes, justement, faire appel à des travailleurs sociaux hors mur. Évidemment, il y en a qui ont des plus grandes régions à gérer et d'autres que simplement une grande ville comme nous, Vernier. Et avec ça, justement, ça permettrait à cette personne de peut-être circuler par zone, comme le ferait un cours saccade à la CGF. Et par zone, il y aurait, avec plusieurs travailleurs sociaux à leur mur ou médiateurs suivant les communes, et se réunir et à ce moment-là transmettre faire une réunion saccade, mais pour entraîneurs, par rapport au fair play, à la médiation. Ça pourrait être une piste aussi. Je fais écho à ce que vous dites, je vous passe la parole, monsieur. Ça a été beaucoup aussi évoqué, cette question des relations entre les dicastères de politique sociale et de sport, en tout cas dans les communes suburbaines et la grande commune. Et c'est vrai qu'on est assez étonné des fois de se dire, mais finalement, est-ce que le terrain de foot et le club de foot est un lieu où le travail social a une place, certainement, mais ce n'est pas forcément évident, puisque ça peut être un lieu qui est considéré comme pris en charge. Je ne sais pas si M. Rennevet ou M. Apotello, avec la vision que vous aviez anciennement de Vernier, vous voyez finalement comment le club de foot et les infrastructures peuvent être utilisés et investis par les travailleurs sociaux ou laissés au contraire entre les mains simplement des bénévoles du club. Non, je pense que la question est tout à fait légitime, elle est intéressante. C'est vrai que les travailleurs sociaux, normalement, sont plutôt des acteurs de terrain dans les parcs, dans les écoles, pour les jeunes qui sont effectivement plutôt... qui sont là dans ce genre d'endroit-là. On part du principe souvent qu'effectivement, dans les clubs, il y a des entraîneurs qui viennent juste au moment pour s'entraîner, puis ensuite pour jouer. Donc c'est vrai qu'il faudrait trouver une solution pour que le travailleur social puisse venir. Mais alors, quand ? Et effectivement, est-ce que ça se fait à la mi-temps? Est-ce que ça se fait avant? C'est des choses qu'il faudrait imaginer. Mais pourquoi pas? C'est vrai que ça ne se fait pas, mais pourquoi pas? Merci. Oui, M. Choba. Peut-être juste un mot sur, effectivement, tous les clubs n'ont pas les mêmes tailles, la même taille, les mêmes effectifs. Alors ça encore, c'est une réflexion, mais peut-être qu'il faudra adapter. En tous les cas, évidemment, ce à quoi on pense, les clubs qu'on vise principalement, d'abord, c'est tous ceux qui ont des juniors. Donc, dans la priorité de l'objectif. Alors après, est-ce qu'il faut imposer à tous les clubs les mêmes obligations ou bien considérer qu'il y aura une priorisation en faveur de certains clubs qui ont un rôle de formation plus important que les autres? C'est évidemment une piste ouverte et à discuter. Mais je crois que, alors, effectivement, c'est aussi mon souci, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que je n'avais pas, moi, par rapport à cette mesure-là, d'idées préconçues sur ce qu'on attendait. On est bien conscient que la situation de tous les clubs n'est pas semblable
et que certains ont des soucis que d'autres n'ont pas, quoi. Merci. Monsieur. Je crois qu'on a répondu à la question, en fait. Qui était, allez-y, c'est toujours intéressant de savoir ce qui On vous parle passe. d'un responsable fair play. Moi, je voyais ça plutôt au niveau communal. On vient d'en parler. On parle de fair play dans le sport en entier. Donc, il peut aussi se diriger vers d'autres clubs, c'est-à-dire vers d'autres sports au sein de la commune, et faire passer le même message pour tous les sports. Donc, je verrais plutôt ça au niveau de la commune qu'au niveau du club. Voilà. Pour un effet multisport plutôt que strictement football. Exactement, effectivement, ouais. Ce qui est un arrière-plan aussi de la discussion qu'on a eue dans les États généraux, de dire il y a le football, il y a les événements, mais il y a des questions effectivement qui dépassent largement le football. Merci de nous le rappeler. D'autres commentaires ou réflexions sur cette mesure? On avance. Philippe, mesure numéro 8. Ouais, un autre constat qui a été validé là, dans les groupes de travail, c'était que la communication entre les arbitres et les clubs ne passait pas toujours très bien. Entre autres sur l'évolution des règles, sur l'interprétation des règles et sur voilà, comment est-ce qu'on fait le lien entre le groupe des arbitres et puis les clubs. Pourtant, les arbitres organisent des séances annuelles avec les clubs, mais a priori, il n'y a pas eu beaucoup de demandes de la part des clubs pour participer à ces séances. Donc la mesure 8 qui découle de cela, c'est une amélioration du dialogue et des échanges entre les clubs et les arbitres. Alors, Monsieur Chalaoui, je suis obligé de vous passer la parole en premier. Il y a effectivement tentative depuis un certain temps de faire des offres. Est-ce que dans cette mesure-là, vous y voyez peut-être des opportunités de repositionnement, de confirmation, peut-être aussi de changement ou d'ajustement de ce que vous imaginiez faire il y a encore quelques temps? Alors, je crois qu'il faut d'abord faire la différence entre les séances qui sont proposées par la commission des arbitres de la CGF, qui fait un travail remarquable pour vulgariser les lois du jeu, notamment M. Augustin Pérez, président de la commission des arbitres, qui est présent ce soir et que je salue son travail. Mais tout le côté que l'Union genevoise des arbitres de football aimerait mettre en place, de vulgariser la fonction des arbitres, surtout auprès des juniors. Nous sommes disposés vraiment à participer à des moments d'échange avec les juniors pour démystifier un peu le rôle de l'arbitre, pour qu'il soit plus perçu comme l'ennemi sur le terrain. On est tout à fait disposés à rencontrer les clubs, à venir échanger. Ça peut être une très bonne école de la vie de devenir arbitre. On est aussi prêt à venir au sein des clubs promouvoir la fonction d'arbitre. Je le rappelle peut-être ce soir pour ceux qui l'auraient oublié, on peut devenir arbitre à partir de l'âge de 15 ans. Un joueur qui a 18, 19, 20 ans, qui continue à jouer peut-être en 4e ou 5e ligue, il aura probablement peu de chances de côtoyer le haut niveau, mais en devenant arbitre, il peut aussi côtoyer le haut niveau avec cette formidable fonction qui est la fonction d'arbitre. Donc nous sommes à disposition des clubs, on peut venir échanger avec les joueurs, établir un dialogue régulier, pourquoi pas, et puis voilà, construire une culture commune au football amateur genevois. Merci. Michel Pont, quand on est dans un dialogue, il faut bien sûr être deux. Donc je poserai la question aussi à M. Choba après en disant, finalement, du côté des clubs, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces séances et qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir en tirer? Au plus près du jeu, Michel, quels seraient finalement les objectifs? Alors on a entendu effectivement la place, la figure de l'arbitre, le respect qu'on lui doit et comprendre aussi l'intérêt du rôle et de ce que ça représente. Qu'est-ce qu'on peut en attendre pour un technicien comme vous? C'est de nouveau une question de... Comme l'a dit M. Charaoui, c'est une question de respect par rapport à l'arbitre et de ne pas être l'ennemi public numéro 1 sur le terrain vis-à-vis des joueurs, surtout chez les petits, puisque le petit qui va être copain de l'arbitre, entre guillemets, en respectant les règles, eh bien, il va l'être toute la carrière qu'il va faire dans le football, même amateur. C'est de nouveau une question de personnalité, une question de clé. Je ne sais pas si tous les arbitres ont la même philosophie de vie que M. Charaoui ou que M. Pérez. Donc c'est de nouveau une question de formation, de question de transmission, de question de communication, pour que l'arbitre soit le plus sûr possible au niveau de sa personne quand il est sur le terrain et que ça se passe le mieux possible en termes d'échange et de communication.
Donc, encore Mais une si fois, moi je suis entraîneur ou directeur technique, est-ce que j'attendrais d'une soirée ou d'une séance Bien d'échange? sûr, mais après c'est tout le temps une question de disponibilité des uns et des autres. Chacun travaille, chacun a une famille, chacun a ses obligations, au-delà des puis qu'on retombe disponibilités. dans le même cercle vicieux du bénévolat où, ma foi, c'est à la bonne volonté des uns et des autres, parce que bien évidemment que s'ils pouvaient multiplier ce style de séance au plus proche du terrain avec des vrais échanges, bien évidemment que ça favoriserait 400% le but recherché. Merci. Philippe Bavaret. Il avait été évoqué aussi la possibilité pour les jeunes arbitres qui peuvent se retrouver en difficulté d'être accompagnés par des grands frères arbitres, j'ai envie de les appeler comme ça. Mais sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qui a été déjà mis en place depuis la reprise de ce championnat. C'est exact, M. Chalaoui ou M. Chouba? Alors, oui, ce qu'on a demandé au club, c'est d'avoir un responsable des jeunes arbitres. Parce que je crois que, en tous les cas, la CGF et la commission des arbitres défendent, et le GAF, j'imagine aussi, défendent le concept les jeunes arbitres, les jeunes. Ce concept-là, il permet d'abord de trouver des arbitres et d'en trouver des bons que la commission des arbitres peut suivre et peut faire avancer. Elle permet aussi souvent de démystifier, comme on l'a mentionné avant, le rôle de l'arbitre, avec des jeunes qui sont un peu plus âgés que les joueurs. Mais donc cet élément-là est important. Et ce qu'on demandait, c'est qu'on trouve dans le club quelqu'un qui puisse les encadrer, qui puisse les appuyer. Au niveau de la commission des arbitres, on le fait, on essaie de les suivre, on ne peut pas le faire de manière systématique. On suit les jeunes arbitres de façon occasionnelle, mais d'avoir quelqu'un dans le club qui est responsable de leur donner des matchs, parce qu'ils suivent une formation, donc après il faut qu'ils arbitrent, donc de leur donner des matchs, et puis de suivre leurs matchs, et que s'il y a un problème, ils puissent s'adresser à une personne du club. Cet élément-là, il nous paraissait effectivement important. Sinon, pour le reste, effectivement, on peut considérer que toute mesure qui favorise un dialogue entre le corps arbitral et les joueurs et les entraîneurs ne peut être que positif, ne serait-ce que pour certains dans la connaissance des règles, et puis d'autres dans l'écoute. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que cet élément-là est important, mais que c'est, indépendamment de l'agression dont a été victime un arbitre au mois de septembre, rappeler quand même malgré tout que les problèmes principaux qu'on a, heureusement, ne concernent pas forcément des agressions contre le corps arbitral. Je vous cite juste un petit exemple. Ce week-end, il y a un match qui a été arrêté, bagarre entre 2 joueurs, et la semaine d'avant, match arrêté, bagarre entre 2 joueurs, mais là, de la même équipe. Donc, je vais dire, quand vous imaginez que pour des actifs, et je ne parle pas de juniors, hein, je parle d'actifs, quand vous avez 2 joueurs de la même équipe, qu'on arrive à se battre et que finalement l'arbitre décide d'arrêter la rencontre parce que c'est pas possible de les calmer, ça dénote effectivement le type de problème auquel les dirigeants de ce club sont confrontés avec malgré tout. Et là, on parle d'adultes. Donc c'est pas des gamins. Et c'est des problèmes, effectivement, qu'on peut rencontrer. Donc, c'est pour ça que je me félicite de toute mesure qui vise à favoriser le dialogue entre arbitres, joueurs, entraîneurs et dirigeants, mais aussi qu'on favorise aussi la prise de conscience des problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien dans le cadre de la gestion d'un club. Le message est passé. Monsieur Apotello, j'ai envie de vous demander, à la fin de ces interventions, sur la question plus politique de ce dialogue, qu'est-ce que vous aimeriez y mettre à l'intérieur de ce dialogue, au-delà des questions techniques, de compréhension mutuelle, et puis quel résultat, surtout, à terme? Le résultat à terme, c'est qu'on rende cette mesure inexistante. C'est qu'au fond, si elle a été pensée, imaginée, c'est qu'il y a une possibilité de rencontre qui est peu utilisée. Certains ont même évoqué l'aspect obligatoire pour pouvoir faire en sorte que véritablement le dialogue s'enchaîne et en prenne l'habitude. Donc j'aspire évidemment à ce que cette mesure s'arrête le plus vite possible. Est-ce qu'on doit passer par un aspect obligatoire? Pourquoi pas? Enfin, au fond, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'abord d'avoir la conviction que la communication est essentielle. C'est facile de le dire, mais c'est un travail permanent que de penser à s'assurer que la communication soit bien comprise et bien partagée.
Puis au fond, un mot qui pourrait résumer le tout, c'est la question de l'empathie. C'est comment est-ce que moi, en tant que joueur, moi, en tant que dirigeant, je comprends la situation de l'arbitre et comment l'arbitre comprend la situation du joueur ou de l'entraîneur. Et cette mise en perspective commune devrait aussi permettre de se mettre à la place de l'un et de l'autre et ainsi de favoriser la compréhension mutuelle. Merci beaucoup. Est-ce que sur cette mesure, il y a des remarques ou des suggestions à prendre en compte d'ores et déjà par rapport à ces rencontres, ce dialogue? À suivre donc, on passe à la mesure numéro 9. On a eu la chance, en fait, pendant l'atelier qui était consacré à la gestion du public, d'avoir la police qui était représentée par le biais de la BRIC. On a un de ses représentants ici ce soir, Rocco, qui est là, que vous connaissez sûrement. Et un des constats qui a été fait, c'était que la BRIC était très peu souvent sollicitée pour faire de la prévention, pour qu'ils puissent venir en amont dans les clubs et qu'on faisait appel à eux, surtout en cas de problème. Donc la mesure qui a été proposée suite à ce constat, c'était de dire que si on pouvait améliorer la coordination entre les différents acteurs, mais non seulement la police, mais les autres, on a parlé de TSHM tout à l'heure, ça se revoit là maintenant. Alors ça aurait pu être imaginé par le biais du responsable fair play, pour autant que cette mesure puisse être développée, de travailler en amont sur les matchs à problème, sur les situations à problème et sur les situations qui peuvent engendrer de la violence. Moi, justement, on vous a mentionné, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, une réflexion sur l'amélioration, puisque vous nous aviez témoigné de la disponibilité de la BRIC et de quelques expériences. Si on va plus loin, vous vous dites finalement à titre préventif, c'est ça qui est important de comprendre. Dans votre jargon et dans votre expérience, ça résonne comment et qu'est-ce que vous pourriez proposer pour l'avenir? Merci. Alors oui, bonsoir. Alors effectivement, comme il a été évoqué lors des précédentes réunion, notre service est toujours disponible, nous sommes toujours atteignables. Pascal Choba connaît très bien notre service, on travaille régulièrement tout au long de l'année, tout au long des saisons, lors de problèmes malheureusement, mais effectivement on n'est pas assez souvent sollicité en amont pour intervenir. Alors on est deux éléments au sein de notre service. C'est clair qu'on ne pourra pas non plus tourner dans tous les clubs et puis être à disposition tous les week-ends pour être au bord des stades. Mais on est tout à fait disponible et tout à fait... on peut même se déplacer lors de week-ends, lors de matchs un peu plus houleux si on nous approche et si on vient nous voir, bien entendu, on peut être là. Vous avez l'impression, c'est une analyse un petit peu simple, peut-être simpliste, mais vous avez l'impression qu'on ne vous connaît pas, qu'on a un peu peur, que si on en est déjà appelé la police et qu'on est dépassé, c'est un échec. Oui, parce qu'on est dans la question de la prévention. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des messages à refaire passer. Quelle est votre analyse un peu de cette relativement faible sollicitation? Alors, il est clair que lorsqu'on parle de police, on a toujours ce côté un peu répressif, l'image du policier gendarme qui vient avec son bâton et qui tape sur tout le monde. Bien entendu, nous, on n'en est pas à ce stade-là. On nous fait vraiment de la prévention. Ma foi, on est souvent aussi appelé à devoir conduire les enquêtes pénales lorsqu'il y en a. Mais on peut tout à fait nous solliciter. Et on se propose souvent. On est sollicité régulièrement lorsqu'on a des matchs d'ampleur nationale, lors de matchs de Coupe Suisse, avec des petits clubs, comme ça a été le cas avec Lancy, avec Mérin, où là, automatiquement, on intervient spontanément, nous, mais c'est vrai qu'on n'est pas assez souvent appelé pour des petits problèmes. Pour intervenir, même ne serait-ce pour des querelles qui est au sein du club, on peut venir préventivement discuter avec ces gens-là, faire une table ronde un soir avec les entraîneurs également, avec les dirigeants de club. On est tout à fait disponible et on le fait avec grand plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Renvet. Oui, on a cité la BRIC, mais il y a aussi la police municipale. Ça fait aussi l'objet effectivement de ce point. Ça s'est fait aussi pour évidemment les communes qui possèdent une police municipale, mais c'est vrai que de nouveau, si on sent qu'il y a une atmosphère qui est un petit peu délétère à un moment donné, effectivement, ne serait-ce que venir en uniforme, c'est aussi une autre option, et c'est des fois des choses qui se font.
Et c'est vrai que dans ce cas-là, si on a des contacts, si de nouveau les dirigeants savent, parce qu'ils les connaissent aussi, parce que de nouveau dans les communes, on connaît aussi les policiers municipaux, donc c'est intéressant aussi d'avoir cet échange, qui sont là aussi pour leur donner un coup de main, et qu'effectivement, s'ils les appellent, ne serait-ce que venir un petit peu en uniforme juste avant le début du match, ça peut calmer quelques ardeurs. Donc c'est aussi des solutions qui existent et qui se font. Merci. Monsieur Cheba, j'ai envie de vous poser la question en disant, sans généraliser, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une vision strictement trop sportive d'un club et d'un espace, comme on le disait tout à l'heure avec Monsieur Renvet, et qu'on doit prendre l'habitude, entre footballeurs, mais c'est vrai aussi d'autres sports, de travailler avec d'autres acteurs et d'estimer que c'est un lieu de vie où il peut se passer beaucoup de choses d'autres que des gens qui frappent dans un ballon. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais c'est peut-être pas forcément suffisamment connu. En tous les cas, nous, au niveau de, quand je dis nous, au niveau de la CGF, par rapport à la brique, on lui communique toutes les infos qui nous semblent pertinentes. S'il y a des problèmes sur un terrain de foot à la sortie d'un stade, on leur envoie le rapport. On communique des infos qui nous paraissent, et après c'est à eux d'analyser l'information pour savoir s'ils y donnent suite ou pas, mais on essaie de le faire. On incite aussi les clubs à le faire. Alors c'est vrai que peut-être que peu de clubs font la démarche, mais des clubs, je crois que je vais le citer, Versoix l'a fait pour un problème qu'ils avaient avec un groupe de supporters, et des supporters, certains supporters entre guillemets, mais certains individus que la brique connaissait aussi, ou bien la brique intervient sur demande, par exemple d'une commune, ça peut être qui considère que le climat dans certains matchs, et on peut le citer aussi, la brique est intervenue sur Varambé. Donc il y a des éléments qui font que si on le souhaite, si on considère que la situation est suffisamment tendue, n'hésitez pas. En tout cas, je peux que vous inciter à le faire. Maintenant, sur le travail en réseau, là, évidemment, ça concerne encore une fois des clubs et des communes qui ont une ampleur suffisante pour à la fois avoir une police municipale ou des travailleurs sociaux. Et puis, c'est vrai que ça existe déjà. Enfin, moi, j'ai participé à des séances, par exemple, sur Vernier, où cette configuration-là, travailleurs sociaux, police municipale, acteurs de terrain et responsables du club, tout le monde était autour de la table. Donc, ça a fonctionné. Hein. Mais évidemment, ça suppose qu'il y ait une volonté aussi, et là, il y avait une volonté politique qui s'est affirmée de dire, mais en tant que commune, c'est notre travail qu'il y ait une forme de bien-être social dans les quartiers, et que par conséquent, s'il y a des problèmes, c'est aussi à nous de nous en occuper. Mais là, évidemment, encore une fois, on parle principalement en milieu urbain, mais il peut parfois arriver, sans qu'on ait une police municipale ou sans qu'on ait des travailleurs sociaux, qu'on puisse être confronté, y compris dans des régions moins urbaines de ce canton, à des problèmes qui nous poussent à agir, parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre, de penser que certains éléments vont des fois se régler d'eux-mêmes, alors que manifestement, c'est pas le cas. Merci, ça fait la transition avec la question que je voulais poser à Monsieur Apotello. C'est-à-dire que dans cette mesure, il y a quand même une idée d'anticipation, d'aller avant le problème, de pouvoir le sentir, le voir arriver et recourir aux bonnes personnes. Quel message vous aimeriez donner aux clubs et aux acteurs sur le courage qu'il faut avoir des fois pour prendre le temps de téléphoner ou d'appeler de l'aide finalement? C'est vrai que demander de l'aide, c'est toujours compliqué, parce que ça met en miroir la notion de l'échec. C'est-à-dire on n'y arrive pas tout seul, alors on doit demander de l'aide, et ce passage-là, il est parfois difficile à faire. Mais les exemples qui ont été donnés notamment par Pascal montrent que l'anticipation et la conjugaison des compétences dans la gestion d'un match qui potentiellement peut être difficile ou compliqué amènent du bien-être pour tout le monde, pour les joueurs bien entendu, mais aussi pour son environnement. Et j'aimerais saluer et souligner la disponibilité de la brique. C'est vraiment dans un esprit de complémentarité des compétences que vous pouvez sans autre faire appel à cette brigade. Et mon message vis-à-vis des clubs, c'est
c'est le fait que de demander de l'aide n'est pas un échec. Au contraire, c'est plutôt un signe de bonne santé, de réactivité et d'anticipation. Merci Philippe. On va passer à la dernière mesure, la mesure numéro 10. Et donc, il a été plusieurs fois évoqué dans les groupes de travail la question d'un certain brouhaha dans les informations. Brouhaha parce que ça provient de plusieurs sources. Ça peut provenir des communes, ça peut provenir des services des sports, ça peut provenir de l'association cantonale ou d'autres fêtières, l'association suisse. Donc il y a une idée quand même de pouvoir centraliser à terme la gestion, la conduite finalement de l'information, pas au sens des bonnes pratiques ou de la valorisation, simplement au sens de ce qui se passe, de directives, d'informations statutaires et d'éléments. Des personnes ont dit « je suis président d'un club, je n'étais pas au courant que ». On a des problèmes de transmission de l'information, c'est le cas de toutes les organisations dès qu'on est plus que 2 ou 3. Et donc il y a un certain nombre de réflexions qui sont remontées autour de possiblement l'utilisation de ce club corner que l'ASF a mis à disposition pour essayer de normaliser ou de stabiliser finalement des lieux d'information qui pourraient être très utiles pour l'ensemble, bien sûr, des membres du comité et pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir de l'information concernant bien sûr la violence, mais plus largement la question de la conduite d'un club. Et donc ça ouvre la question, Monsieur Cheba, de nouveau je reviens vers vous, en termes d'administration des clubs, de flux d'informations, de connaissance de ce qui se passe, et le phénomène de la violence. Est-ce que vous faites un lien étroit et est-ce qu'on a, avec cette mesure, la possibilité, là encore, d'obtenir, parmi d'autres, des résultats intéressants ? En tout cas, là, l'idée, c'est de donner les meilleurs outils aux dirigeants des clubs. Alors, dans ce contexte-là, il y a 2 modules. On réfléchit pour l'année prochaine à faire une séance d'information pour les nouveaux dirigeants. Je suis un nouveau dirigeant. Quels sont les éléments clés que je devrais connaître pour être le plus à l'aise possible dans ma fonction et y trouver un certain goût. Et puis le deuxième volet, effectivement, c'est par rapport à la plateforme Club Corner, de faire des modules de formation pour les personnes intéressées. Ouverts évidemment à tous ceux dans les clubs qui ont des compétences, qui utilisent et qui sont capables de diffuser cette information, parce qu'on a un outil qui nous paraît compétent en termes, enfin utile en termes au plan national, et cet outil est encore appelé à se développer au fil des années. Donc je pense que mieux le faire connaître et mieux le faire partager, ça doit faire partie aussi des objectifs de la CGF. Merci. Monsieur Canaan, la même question, vue de votre dicaster en termes de gestion du service des sports et de l'ensemble de la prestation. Quelle relation vous faites avec la fluidité de l'administration, la capacité à avoir la formation en temps réel provenant d'une source centralisée et la violence par effet presque à la fin du processus? C'est une place essentielle, c'est-à-dire c'est une manière de... C'est la mesure numéro 10, elle complète les autres. On a bien compris qu'une des clés, c'est pas la seule, mais une des clés de toute cette histoire, c'est l'échange d'informations, déjà factuelles, et là-dessus se grève bien sûr pas seulement le traitement des situations particulières, mais l'échange de bonnes pratiques, l'échange de conseils. Effectivement, Pascal Chaubat l'a dit, être dirigeant d'un club aujourd'hui est plus complexe qu'à une époque. Il y a un turnover aussi plus élevé. Et donc, de soutenir les dirigeants dans leurs tâches, en leur donnant des clés qui fait que le jour où il y a une situation qui arrive, ils ne sont pas en train de se dire d'abord, ah, zut, qu'est-ce que je peux faire? Ils disent, ah oui, je sais que je peux aller là, dans tel site, ou contacter un tel, et je suis à peu près au courant des règles de base. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on sait que toute organisation aujourd'hui génère en moyenne beaucoup plus de directives, au sens générique du terme directive, règles, directives, etc., qu'avant. On est dans un environnement beaucoup plus normatif. Ça nous concerne aussi, nous, collectifs publics. Et donc, c'est vrai qu'il faut l'apprivoiser, surtout pour des dirigeants bénévoles. Et donc, il faut tout faire pour que ça soit justement, malgré tout, qu'ils puissent l'apprivoiser, que ce soit fluide, et que nous, on puisse les soutenir autant que faire se peut. Comme ça, comme j'ai dit, le jour où il y a une situation concrète, et heureusement, elle reste minoritaire, Pascal Chaubat l'a rappelé, tous les matchs qui se passent bien, il faut le rappeler et le rappeler sans cesse. Mais s'il y a un match qui se passe mal, quel que soit le scénario d'ailleurs, parce qu'on a vu aussi quelle diversité de scénarios on fait face. 2 joueurs de la même équipe, je n'avais pas encore entendu Pascal. Donc voilà, ça ajoute dans le choix des scénarios qu'on peut gérer sur un terrain et autour d'un terrain, mais que les personnes concernées se disent « oui, je sais quoi faire ». Merci beaucoup.
Voilà, mesdames, messieurs, on a présenté les 10 mesures telles qu'elles ont été reçues et validées par le pouvoir politique après les séances de travail. Est-ce qu'il y a, au-delà peut-être de ces 10 mesures, des réflexions, des choses à mentionner, des surprises, des étonnements ou des éléments à souligner de votre part avant qu'on passe la parole à Monsieur le conseiller d'État à Potello pour la conclusion de cette séance? Est-ce que je peux adresser un salut amical à Boris Lazzaroto pour Jeunesse et Sport et puis lui demander peut-être éventuellement un commentaire, puisque je sais que tu étais en entraînement, en séance, en formation, sur les premières mesures. On a parlé de toute la question des compétences. Est-ce que Jeunesse et Sport est dans un mouvement qui va, on va vous passer un micro, un mouvement qui va dans le sens effectivement de renforcer les compétences pratiquement de tous les acteurs autour du foot? Bonsoir à toutes et à tous. J'ai malheureusement, je donnais un cours dans le cadre de Jeunesse et Sport justement, et j'ai pas pu assister aux 2 premières mesures qui touchaient le groupe de travail auquel j'ai participé. Il y avait une proposition qui rentrait dans le cadre de cours potentiellement Jeunesse et Sport. On a vu que c'est pas celle qui a été retenue finalement, donc nous allons continuer notre travail, bien sûr, dans la formation des entraîneurs, des moniteurs avant tout, puisque c'est par ce biais-là qu'on peut intervenir. Comme on l'a cité, il y a des cours, et entre autres le cours du diplôme D, c'est-à-dire pour les petits, qui est vraiment un bijou en termes de contenu. On est plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Et je crois que c'est surtout de ça dont on a besoin maintenant quand on encadre. À partir de cette expérience des jeunes, voilà. Un projet de généralisation ou de formation complémentaire à mettre en place. Jeunesse et Sport reste un programme de la Confédération qui est assez carré, hein, n'ayons pas peur de le dire. Ça fait 22 ans que je bosse pour ce programme et je sais qu'on ne peut pas toujours bien sortir du moule. Nous restons à disposition pour en réfléchir, l'Office cantonal de la culture et du sport, pour toute opportunité de collaboration dans la formation des moniteurs avant tout, parce que c'est vraiment notre créneau. Quand on s'adresse à des dirigeants de clubs, là, on atteint déjà d'autres sphères auxquelles il est aussi possible de collaborer, d'ailleurs, par le réseau. J'ai travaillé avec Philippe Bavarel dans le domaine de la médiation, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas les opportunités qui n'ont peut-être pas été citées ce soir, mais ce n'est pas les opportunités qui manquent. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, suggestions? Monsieur, on va vous passer un micro au 2e rang. Volontiers. Bonjour. Donc merci pour toutes ces bonnes idées, ces bonnes mesures. J'ai trouvé que je me suis posé un peu la question. J'ai l'impression qu'il manque un peu aussi une manière de voir autre chose qu'une lutte contre la violence, mais finalement aussi d'utiliser, de voir le football pas uniquement comme une compétition, parce qu'évidemment quand on a de la compétition, on peut avoir de la violence, ça fait presque partie intrinsèquement du foot. Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer aussi peut-être de développer d'autres aspects du football, le partage, l'avant, après les matchs, développer la rencontre entre les différentes équipes, les participants. Donc, au lieu de se concentrer sur une lutte contre la violence, essaye de mettre un peu en avant aussi toutes ces autres facettes du jeu, qui est un jeu aussi finalement. Donc voilà, je me suis demandé, j'ai trouvé que ça ne faisait pas énormément partie des mesures. Donc voilà, je vous pose un peu la question. On peut la noter. Est-ce qu'il y a réponse ou... Michel Pont, j'ai envie de dire, sur le jeu et autour du jeu, parce qu'il n'y a pas la troisième mi-temps comme au rugby. La troisième mi-temps est quelque chose d'essentiel dans le football, donc je vais absolument dans le sens que c'est une très bonne piste qui n'a pas effectivement été évoquée, c'est-à-dire autant on demande aux arbitres d'aller s'approcher des enfants et des entraîneurs, aux éducateurs, alors why not? Pourquoi les équipes ne se... en prévention également, ou en tous les cas dans un bon esprit de jeu et de confrontation sportive, imaginer quelque chose avant et puis mériter la troisième mi-temps encore plus par une organisation encore mieux. C'est une très très bonne piste. Merci monsieur pour ces points qui pourront être travaillés, peut-être intégrés. D'autres commentaires? Monsieur, on vous passe un micro, s'il vous plaît. Bonsoir. J'avais, quant à moi, déjà, en tant que dirigeant de club, discuté avec la CGF pour proposer que,
aucune équipe, surtout quand c'est pour s'occuper d'enfants en bas âge, ne puisse être confiée à quelqu'un qui n'est pas un diplôme, aussi minimaliste soit-il. Parce qu'on a parlé du diplôme D tout à l'heure, qui est un diplôme formidable, mais il n'y a pas d'obligation de passer un diplôme pour avoir une équipe de juniors. Et alors je sais que ça dépend plutôt de la SF que de la CGF, toutes les histoires liées au diplôme. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument ne pas confier une équipe, surtout d'enfants en bas âge, à quelqu'un qui n'est pas une formation. En tout cas, c'est l'esprit peut-être de la mesure numéro 1 qui essaye de viser une requalification, une qualification à ces compétences plus sociales. Mais vous avez raison, on peut s'appuyer sur ce leitmotiv qui est quand même assez ambitieux. Merci beaucoup. D'autres commentaires, suggestions? Merci. Oui, Monsieur Choba. Oui, peut-être juste un mot sur l'avant et l'après-football. Mentionner que de mon point de vue, la grande majorité des équipes ne jouent pas pour un titre ou pour éviter de descendre, elles jouent pour le plaisir. Si on fait le tour de toutes les équipes où il y a un réel enjeu, pour moi, il y a un certain nombre de championnats qu'on peut identifier, et puis dans ces championnats, il y a une partie des équipes, une petite partie des équipes où il y a un vrai enjeu sportif. Ça ne signifie pas qu'il faut qu'il disparaisse, cet enjeu sportif, c'est pour mentionner que l'aspect du jeu, il me paraît prioritaire, et vous avez raison d'insister là-dessus. En tous les cas, dans le football des enfants, c'est l'élément essentiel sur lequel on insiste en disant mais c'est un jeu et ça doit rester un jeu, et penser que c'est leur jeu à eux et pas le vôtre. Donc, en tous les cas, j'en suis convaincu, ça ne figure pas forcément dans les mesures, mais on pourrait peut-être l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans ce que vous avez dit. Par rapport à ce qu'a proposé Sam Mifano, c'est vrai qu'on en avait parlé. Alors après, évidemment, c'est des contraintes supplémentaires qu'on peut poser au club, et c'est vrai qu'on doit chercher des entraîneurs, on doit chercher généralement des bénévoles, et si on a des exigences de diplôme, ça va être encore plus compliqué. Après, l'autre élément qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait, en tous les cas, si ce n'est interdit, récompenser les clubs qui font l'effort d'avoir des entraîneurs diplômés. Alors c'est un système de label auquel on a déjà réfléchi, mais le label, c'est une récompense de la qualité d'encadrement du club. Ça aussi, c'est une piste qu'on pourrait approfondir. Dernier élément, et après j'en arrêterai là, c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure l'actualité, vous avez vu la tribune de Genève, donc 9 mois après les faits, le match Versoix-Kosova est toujours en phase d'instruction. Il y a eu des nouvelles inculpations, vous avez lu le jour, j'en sais pas plus que vous, que ce qu'on a pu lire à travers la presse quotidienne. Donc ça, c'est un autre élément. Je ne sais pas sur quoi ça débouchera. À un certain moment, la justice rendra des décisions, et certains les trouveront, comme toujours, trop laxistes, d'autres trop sévères par rapport aux faits. Peu importe. Mais en tous les cas, ça véhicule malgré tout aussi un message. Ce n'était pas dans les 10 mesures qu'on a pu étudier ici, mais c'est un élément qu'on ne peut totalement ignorer, notamment vu la gratuité de certaines agressions qui se sont produites ou qui pourraient se produire. Je suis juste tombé sur un article que j'ai vu récemment en Haute-Saône, c'est-à-dire en France, mais c'est vraiment à côté. Un footballeur amateur de 38 ans, donc pas un jeune, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour une agression sur un arbitre. Mais 6 mois ferme, donc c'était un récidiviste, ok. Mais simplement pour dire que le volet pénal qui est en arrière-plan, malgré tout, il risque peut-être de s'inscrire. Alors c'est pas notre travail à nous, mais c'est quand même un arrière-fond qui se dessine et qu'on ne peut pas ignorer. Merci beaucoup. Je vous propose, messieurs, de rester à cette table de manière à ce qu'on puisse clore cette soirée par l'allocution du conseiller d'État Apotello en charge de la cohésion sociale. Merci, monsieur Apotello, pour mettre le terme à ces réflexions avant la troisième mi-temps. En effet, chers amis, le défi qui m'est donné est de retenir encore quelques minutes votre attention avant de passer à la troisième et fameuse mi-temps. Au fond, pour vous donner 3 messages. Le premier message, c'est celui de me réjouir du travail collectif qui a été apporté par les participantes et les participants.
Je crois très fermement à la question du collectif, à la force du collectif. Vous êtes toutes et tous des passionnés de sport d'équipe, vous en savez quelque chose. Et pour moi, c'est essentiel d'imaginer en effet que des solutions communes et non pas celles qui pourraient imaginer descendre du haut vers le bas. Je suis extrêmement satisfait de la dynamique qui s'est déroulée depuis la première soirée que nous avons passée ensemble et de pouvoir, je vous le dis aussi, continuer à affiner la mise en œuvre de ces 10 mesures qui ont été présentées ce soir. Le deuxième message, c'est un enjeu. Cela a été traversé dans les 10 mesures qui ont été présentées. L'enjeu d'endiguer la violence, c'est un objectif certes collectif, mais aussi qui pourrait se rapprocher un peu du mythe de Sisyphe. Il faut donc y croire encore et toujours, un peu comme l'éducation. Quand on a des enfants en bas âge, il faut continuer à faire en sorte que les valeurs s'imprègnent et puissent être vécues et bien vécues. Cela, pour moi, est d'autant plus nécessaire que dans le sport le plus pratiqué dans notre canton, la question de l'exemple est essentielle. Et de pouvoir, par nos actions, fabriquer des jeunes sportifs, des adultes sportifs, qui sont des exemples, qui puissent être utiles tant dans la pratique sportive qu'à l'extérieur des terrains. Cela m'apparaît, en tant que ministre des Sports, extrêmement important. Troisième message, c'est un message de remerciement pour celles et ceux qui ont préparé cette deuxième soirée. Je pense notamment au service des sports de la ville de Genève et à l'Office cantonal de la culture et du sport, à nos 3 médiateurs qui nous ont vraiment conduits dans un exercice difficile, qui est celui de la parole et du temps. Bravo, on est vraiment dans le timing. J'ai eu cet après-midi une journaliste qui m'a dit « Oh là là, mais votre soirée là, elle va finir à 00h30, vu les 10 mesures. » Et cela a été conduit d'une main de maître. Merci. Merci aussi aux participantes et aux participants des ateliers. Cela a été dit, nous ne sommes qu'au début de quelque chose et que nous allons devoir remobiliser encore et toujours votre énergie, celles et ceux qui vous accompagnent dans la gestion d'un club. Vous pourrez compter sur les autorités publiques, communales et cantonales pour la réalisation de ces 10 mesures. Je me réjouis de cette poursuite, de faire un point ensemble plus tard, mais surtout de partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup et belle soirée. Merci, monsieur. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Merci aux magistrats présents. Merci au président Choba et Chalaoui. Merci à Michel Pont de nous avoir rejoints. Grand plaisir. On a un verre de l'amitié, comme ça a été dit depuis plusieurs fois, qui nous attend. Donc on peut poursuivre la discussion. On compte sur vous et au nom du canton et de la ville de Genève, un tout grand merci. Bonne soirée.